Bienvenue à notre rencontre thématique du jour dédiée aux ateliers de conversation. Donc, on est aujourd'hui en compagnie de Bernadette Vincent de la Bibliothèque publique d'information, de Marie-Noëlle Rodriguez de la Bibliothèque nationale de France, de Myriam Lafargue et de Marie-Lou de Pincé du réseau des médiathèques de pleine commune et de Martine Gnacia de l'association La Fourmilière. Merci à vous, bonne présentation. Et puis, je vais passer du coup la parole à Bernadette Vincent de la BPI. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup à Jeanne pour son invitation, merci au réseau Alpha avec lesquels on travaille, enfin voilà, sur lequel on communique nos interventions. Alors, je suis très heureuse d'être invitée voilà, en préambule, j'aimerais dire d'où je parle parce que c'est quand même un contexte très particulier, le contexte de la BPI. Je me rends compte, plus je fais des formations, puisque je fais des formations notamment dans les bibliothèques départementales de prêt, sur les ateliers de conversation, qu'on a une situation un peu unique par rapport à vous. Donc, vous travaillez essentiellement avec des personnes en situation d'alphabétisation ou alors enfin, d'apprentissage du français qui sont dans des parcours de migration pas forcément faciles. Nous, on a un public très particulier, très mixte, avec globalement une population. Enfin, bien sûr, on travaille avec des réfugiés, des migrants, enfin, voilà, dans des situations de précarité. Mais on a aussi beaucoup de participants CSP+, des étudiants Erasmus, des touristes, voilà, des personnes étrangères, mais en situation voilà, CSP+, qui vont pas du tout être votre public. Voilà, et ça, je m'en rends bien compte en quoi on a un public tout à fait particulier. Euh, donc, je vais bien sûr prendre en compte cette spécificité, mais dans ce dont je vais vous parler, voilà, c'est-à-dire notre façon, pourquoi on a créé des ateliers de conversation, pourquoi on les et comment on les mène, il y a cette particularité. Je vais essayer d'en tenir compte un maximum. Voilà, donc j'ai fait une petite présentation. Je vais essayer d'être bref. Je l'ai envoyée à Jeanne, donc vous pourrez la consulter. Donc voilà, en fait, attendez, excusez-moi, je n'ai pas partagé mon écran, donc forcément ça marche beaucoup moins bien. Hop, partager, pouf, voilà. Voilà, donc j'espère que c'est tout bon. Hop, voilà. Donc vous, tout le monde, vous voyez bien, ça marche, Jeanne, c'est bon? Ouais, ok. Oui, très bien. Ouais, c'est bon, ok. Donc voilà, en fait, c'est vrai que les ateliers de langue à la BPI, donc enfin voilà, même le mot atelier de conversation, puisque enfin la notion de cours de conversation existe depuis longtemps. La notion d'atelier de conversation en bibliothèque, voilà, je pense que là, c'est ma collègue, ma prédécesseuse responsable du service auto-formation à la BPI, à la Bibliothèque publique d'information, donc qui se trouve dans le centre Pompidou, qu'il a un petit peu créé, on va dire. Et c'est pour ça qu'on est toujours un petit peu, on vient toujours nous chercher pour parler des ateliers de conversation, alors qu'en réalité, aujourd'hui, ça existe dans presque, je sais pas, une bibliothèque sur deux à Paris et puis ailleurs dans les grandes, enfin partout en France, quoi. Alors, donc, pourquoi pourquoi avoir créé des ateliers de conversation? Nous, on l'a fait en 2010. C'était à l'époque, on avait une forte population de réfugiés afghans à la BPI qui était suivie hein, pas mal par les assos comme France Terre d'Asile, mais qui apprenaient le français avec des manuels et qui nous ont dit un jour, mais voilà, nous, en fait, ce qu'on aimerait, c'est parler français. Parce que les livres, ça suffit pas. Et c'était, en fait, c'est arrivé un petit peu au moment aussi en bibliothèque où on avait de moins en moins comment dire, les livres étaient de moins en moins consultés. On avait moins en moins de grand public qui venait à la bibliothèque publique d'information parce que tout simplement avec Internet, vous savez très bien, vous savez comme moi, d'ailleurs je vais vous en parler là, qu'il y a énormément de ressources en ligne pour apprendre le français et que les gens avaient de moins en moins besoin de la bibliothèque comme lieu de ressources d'information, mais de plus en plus comme lieu de médiation et de convivialité. Donc voilà.
L'idée, ça a été de créer en fait des rendez-vous donc voilà, réguliers pour pratiquer le français en fait dans un cadre convivial. Pardon, je suis désolée. Voilà, pour améliorer son oral et dans un cadre convivial et surtout plaisant. Voilà, ça n'est pas un cours. L'idée, voilà, de faire des ateliers, c'est pas du tout une idée d'acquisition ni de vocabulaire, ni de syntaxe, de points de grammaire, etc. Mais c'est vraiment une optique de convivialité. Et je dirais même aussi, c'est de développer en fait la capacité à parler librement de sujets, on va dire, anodins, de s'amuser, se faire plaisir en parlant. Ce qui, alors, je ne sais pas vous, c'est quoi comment dire, votre expérience par rapport à ça, mais souvent chez les personnes en situation de précarité, de migration précaire et avec des contextes culturels où, par exemple, parler de soi et donner son avis n'est pas naturel, surtout pour les femmes, et ben en fait, c'est hyper important. Voilà. Donc voilà, et donc nous, bah, donc les ateliers de conversation, ils sont animés par des bibliothécaires. On assume tout à fait le fait de ne pas être enseignant, de ne pas avoir de formation de FLE, même si dans les faits, on en a de plus en plus. Mais au départ, seul compte la motivation et l'envie de parler, l'envie d'aller vers les autres. Et voilà, je pense que c'est très important de se mettre aussi dans cet état d'esprit-là quand on fait des ateliers. On n'est pas des profs, ou alors on n'est plus des profs si vous en êtes. On change un petit peu de casquette. Alors oui, voilà, donc je disais, à la BPI, on a commencé en 2010, donc avec cette situation particulière. Et en fait, bon, bah, nous, on a beaucoup multiplié les langues parce que ça correspondait aux besoins de notre public, donc vous, ça ne vous concerne pas. Ensuite, on a aussi multiplié les séances. Donc ça, j'ai vu ça dans les questions posées à Jeanne. Elle nous a envoyé un petit relevé en fait des besoins. Il y a la question de à quel moment le faire, à quelle fréquence le faire. Moi, je crois que les ateliers de conversation, ça peut marcher que, enfin, vous pouvez fidéliser un groupe et en faire quelque chose de chouette que si c'est très fréquent. Donc minimum une fois par semaine. Et nous, on fait aussi plusieurs séances par semaine. Et ça encore, j'en ai bien conscience, c'est parce que on peut se le permettre, parce qu'on a les RH derrière. Voilà, on a suffisamment de collègues pour animer les ateliers. Ensuite, multiplier les formats. Ça, pareil, c'est une question qui revient tout le temps. J'ai vu dans le document que nous a envoyé Jeanne, les questions que vous vous posez. Comment intégrer les niveaux de langue hétérogènes? Alors, parce que l'hétérogénéité du niveau de langue est riche, jusqu'à un certain point. Il y a la question des grands débutants, de l'alpha, du niveau A0 à 1, on va dire, qui peuvent aussi bien apprécier, écouter des gens qui parlent autour d'eux avec des niveaux B1, ou alors se décourager et se dire je suis trop nul, c'est pas pour moi. Donc nous, on a fini par créer, au bout de quelques années, des ateliers débutants qui sont un peu un mixte entre des ateliers de conversation et des ateliers des cours en fait de langue qu'on a appelés les ateliers premiers pas et je vais vous en parler plus tard. Voilà, donc vite fait, en fait, voilà, sur les techniques d'animation des ateliers. Donc moi, je vous dis à mon avis ce qui marche. Donc déjà, une question de durée. Voilà, il faut que ça soit ni trop court ni trop long. En termes de, bah, voilà, comment dire, déjà pas trop long parce que ça veut dire, si plus c'est long, moins les gens vont avoir envie de venir parce que ça va être plus compliqué à caser dans leur agenda. Donc plus de 2 heures, en gros, même 2 heures, c'est beaucoup. Voilà, on reste sur le format, on va dire un petit film comme regarder un petit film, quoi, 1h15, 1h30. Ensuite, le nombre de participants, il faut qu'il soit ni trop ni trop peu. Si c'est trop peu, c'est pénible, enfin, ça décolle pas, on s'ennuie, enfin, sauf si les personnes sont hyper loquaces et tout, hein. Et si c'est trop, bah, tout simplement, les gens n'ont pas le temps de parler. Donc, je sais que dans les questions, j'ai vu que quelqu'un disait comment transposer ça dans un cours où il y a 25 personnes. Alors, dans ce cas, la technique, ça va être de faire des sous-groupes pour que tout le monde puisse parler. En fait, plus on est nombreux, plus il faut faire des petits groupes. Voilà. Donc, l'ambiance, comme je vous dis, l'état d'esprit, c'est que c'est convivial, c'est sympa. Pour moi, c'est un peu. Moi, j'anime plus trop d'ateliers en français parce que j'anime des ateliers en italien, donc j'ai pas le temps de tout faire. Mais moi, quand je vais
animer mon atelier d'italien, pour moi, c'est comme aller boire un verre avec des copains, sauf que c'est sur mon sauf qu'on ne boit pas et que c'est sur mon temps de travail et que c'est à moi d'animer la conversation entre ces gens qui ne sont pas mes copains. Mais l'idée, c'est que c'est ça en fait, c'est que on passe un moment sympa et qu'on rigole et que voilà et qu'on oublie qu'on parle une langue étrangère. Enfin, c'est un code, mais on va avoir le code de tous parler en italien, mais c'est presque un détail finalement. Donc ça n'est pas un cours. Voilà. Ensuite, notre public, donc là c'est particulier à la BPI et je sais que c'est très différent de vous, puisque vous, la plupart du temps, vous allez avoir des groupes préconstitués. Nous, on est ouvert à tous, donc en fait, les gens viennent ou ne viennent pas. Voilà, le niveau de langue demandé, donc c'est la même chose, hein, ce que je vous disais plus tôt. Intermédiaire, si vous avez vraiment des niveaux de langue très hétérogènes qui vont par exemple du A1 au B2, c'est sûr qu'il va falloir faire des groupes. Deux groupes au moins. Parce que entre A2 et B2, finalement, on peut discuter, il peut se passer des choses. C'est sûr que A1, c'est pas possible. Ça va plomber les B2 et eux, ça va les mettre dans une situation d'insécurité. Voilà. Nous, à la BPI, donc, comme je vous disais, on a une grande variété de nationalités et de catégories socio-professionnelles. Et c'est une chance parce que c'est la seule médiation. Moi, je dis toujours, les ateliers de conversation, c'est la seule médiation vraiment mixte à la BPI parce que ça va du réfugié afghan analphabète jusqu'au prof de physique nucléaire à la Sorbonne qui a bac+10. En vrai, quand on fait par exemple de la médiation culturelle, enfin par exemple des rencontres, je sais pas, là il y avait la remise du prix Albert Londres lundi par exemple, bah, les réfugiés afghans on les a pas. Donc là, on a une vraie mixité. C'est sûr que c'est une chance énorme. On le voit par exemple dans le film qui s'appelle Atelier de conversation, que je vous conseille de regarder parce que c'est un beau film, au-delà de l'intérêt professionnel, qui est disponible sur Les Yeux Doc, plateforme de documentaire à laquelle vous pouvez vous abonner, par exemple dans les bibliothèques de la ville de Paris, dans plein de bibliothèques. Alors, quelques idées de technique, vite fait. Donc, pour moi, un atelier, il doit se composer de trois parties. La première partie, c'est la partie brise-glace. Alors, attention, c'est pas du tout la même chose quand vous avez un groupe qui se connaît, où tout le monde se connaît, qu'un groupe qui ne se connaît pas. Et là, je vais vous donner les techniques pour les groupes qui ne se connaissent pas. C'est principalement ce que nous, on a. Après, si vous avez un groupe qui se connaît, bien sûr, vous n'allez pas vous présenter. Donc, en fait, pour commencer l'atelier, se mettre dans voilà, un côté détendu, un peu sortir de l'ambiance cours, de l'ambiance, je sais pas, les gens, ils vont sortir du boulot ou quoi. Donc, quelque chose de léger, par exemple, voilà, des questions à bâton rompu sur comment vous êtes venu, vous n'avez pas eu de problème, est-ce que vous avez vu ce film, nanana. Ensuite, comment dire, les activités brise-glace, c'est-à-dire parler de soi, mais dans une façon décalée, dans une façon ludique. Donc là, je vous en donne plusieurs exemples. Il y en a d'autres en ligne. Je vais vous donner après un exemple de ressources pour trouver des brise-glace. J'en détaille juste une. Dire deux choses vraies et une chose fausse sur soi. Moi, j'aime beaucoup ce brise-glace. Souvent, en fait, on fait toute une heure là-dessus. C'est l'idée de dire deux choses vraies qui sont invraisemblables et une chose fausse qui est vraisemblable. Par exemple, moi, je dis souvent, j'ai habité en Éthiopie, je joue du tuba et j'ai trois enfants. Et la chose fausse, c'est bien sûr que j'ai trois enfants. C'est la chose la plus vraisemblable. Et ça permet, en fait, les autres, du coup, après, essayent de deviner. Et ça permet de parler de soi d'une façon sympa, de mettre aussi en avant ses qualités, de parler de plein de sujets, voilà, légers, qui sont à la fois personnels et pas. Et voilà, et c'est ça l'ambiance qu'il faut créer. Parce que si on fait un tour de table classique, bonjour, je m'appelle Bernadette, j'ai 43 ans, j'habite à Paris, ça c'est pénible, ça c'est pas, enfin, bien sûr, on peut faire ça, bien sûr, mais c'est pas ça qui va lancer des conversations sympas. Donc ensuite, quelques idées. Donc là, je vous ai mis un exemple de livre, mais il y en a d'autres, notamment dans l'éditeur qui s'appelle le Presse universitaire de Grenoble, Le Coin du Fleu. Il y a plein de livres. Voilà, je pense que par rapport à il y a 10 ans, il y a maintenant plein de ressources
pour animer les ateliers. Donc ensuite, après le brise-glace, c'est très sympa de faire des jeux. Donc ces jeux doivent être faits soit en groupe entier, soit en petits groupes si les participants sont nombreux, c'est-à-dire en gros plus que 10. Voilà. Donc, les histoires à contrainte, par exemple, l'autre fois, moi, j'ai fait avec les jeux de dés. Vous savez, les dés où il y a des images sur les faces, on tire le dé, on se fait des histoires ensemble. Voilà, les devine-têtes avec écrit, où chacun écrit. Ça, je le fais hyper souvent. Chacun écrit, par exemple, je sais pas, Napoléon, Jésus, Karl Marx, hop, et puis après, on se devine. Voilà. Donc, le jeu en classe de langue, ou alors vous trouverez des exemples de jeux dans des ressources que je vais vous donner. Pensez aux jeux que vous aimez bien faire vous, en fait, que vous faites avec vos amis ou avec vos enfants. Voilà. Ensuite, donc, dans les parties, donc on a parlé du brise-glace, des jeux, et il y a aussi tout ce qui est la discussion et le débat. Alors attention, la discussion et le débat, ça dépend beaucoup du contexte culturel de vos participants. Ça, c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte. Donc, nous, récemment, à la BPI, on a de plus en plus un public de jeunes, de très jeunes migrants, donc, qui sont en recours de reconnaissance de minorité. Quand je dis qu'on en a beaucoup, oui, ça représente 10% de notre public et c'est un public extrêmement demandeur d'activités, de médiation, d'aide, parce que tout ce qu'ils peuvent faire dans la bibliothèque, pour eux, c'est des billes en plus pour demander enfin voilà, pour demander leur reconnaissance de minorité. Et en fait, quand ces jeunes, au départ, participaient aux ateliers de conversation, déjà par leur jeune âge, c'est sûr que 16-17 ans, c'est pas ou même 18-19, c'est pas le meilleur âge pour débattre de sujets de société avec des arguments. Et en fait, c'est pas que l'âge, il y a aussi une question de culture, c'est-à-dire la légitimité, se sentir légitime à donner son avis, et puis tout simplement connaître les sujets du débat. Donc voilà, ça c'est ces questions de débat. Donc de toute façon, éviter les sujets trop élitistes, éviter les sujets risqués, politique, religion, égalité homme-femme. Et voilà, et partir plutôt de choses très générales. Voilà, par exemple, je sais pas. Alors justement, pas avec les jeunes, mais par exemple, oui, voilà, à Paris, enfin, notre relation à la ville dans laquelle on vit, la cuisine, des sujets les plus grand public possible, parce qu'ils nous rassemblent tous plutôt que ce qui nous sépare, quoi. Voilà. Ensuite, là, je donne un exemple de sujet de moi, ce que je fais souvent. Je fais quand même beaucoup parler les gens sur eux, sur leurs expériences, sur leur vie, parce que je trouve que c'est ça qui est sympa. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas à produire des supports qui peuvent permettre la discussion. Typiquement, les petits papiers à piocher. Voilà. Moi, cet exemple, je n'oublierai jamais. Ça, je le fais très souvent. euh, un professeur qui m'a marqué, mon premier ami, un animal de compagnie que j'ai eu quand j'étais petit, etc., etc. Voilà. Donc, autre chose, alors nous, il se trouve qu'on est une bibliothèque. Donc, en fait, je travaille beaucoup avec des supports de livres, parce que c'est aussi mon objectif de valoriser mes collections. J'imagine que c'est très différent pour vous, mais après, voilà, travailler avec des supports visuels, c'est toujours très utile. Moi, j'ai une particularité, c'est que j'anime aussi des ateliers de conversation en ligne. C'est une résurgence du Covid, mais qu'on n'a jamais réussi à arrêter parce qu'il y a toujours plein de demandes. Et là, pour le coup, quand je fais en ligne, j'utilise énormément des supports visuels et surtout audiovisuels. Ça peut être pas mal, les supports audiovisuels quand même. Je vais vous en parler après, notamment de ce qu'on trouve sur RFI Savoir. Mais tout simplement pour vous, quand vous n'avez pas d'idée, ça vous fait votre atelier tout fait, quoi. Quand vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'idée. Voilà, voilà. Alors voilà, donc ça c'est des idées. Donc pour la partie jeu, donc je vous ai parlé des jeux plus jeux de société. Sinon, alors le côté jeu de rôle, ça peut être super, justement pour
justement fédérer des gens qui vont avoir des niveaux de langue et des niveaux socioculturels très différents. C'est qu'en fait, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais pas, moi je fais souvent des jeux de rôle sur le voisinage. Imagine que ton voisin fait une fête. Bah, vous mettez les participants par deux ou par trois. Imagine que ton voisin fait une fête, ça te réveille, tu vas sonner chez lui. Qu'est-ce que vous vous dites? Des choses comme ça. Et ça permet. Et donc vous faites des groupes en mélangeant des gens qui ont un niveau élevé et des gens qui ont un niveau faible. Parce que pour les gens qui ont un niveau élevé, ça peut être valorisant aussi d'apprendre du vocabulaire aux autres, etc. Voilà. Alors, quelques ressources. Du coup, je vous ai mis des liens, vous les aurez dans la présentation. Voilà, la page RFI Français Facile, si on devait retenir une seule ressource, ça serait ça. Ah, je vous ai pas mis, ah, zut, je vous ai pas mis TV5 Monde. Voilà, à noter aussi TV5 Monde français, mais vous devez déjà connaître, hein, où il y a à la fois des cours de français vraiment tout bien faits, avec sur le modèle de ce qu'on trouve en ligne, par exemple sur Tout apprendre. Et il y a aussi plein de ressources audiovisuelles. Ce que j'aime beaucoup dans RFI, c'est qu'il y a des podcasts avec la retranscription, voilà, avec des sujets de société. Par exemple, là, cette semaine, c'était la réouverture de Notre-Dame. Pour ou contre faire payer l'entrée à Notre-Dame. Bon, sujet bateau, hyper facile, c'est très bien fait, c'est à piocher pour quand vous n'avez pas le temps. Ensuite, les ressources pédagogiques du CAVILAM. Donc, le CAVILAM, c'est le centre de formation des profs de FLE qui se trouve à Vichy, qui est géré par l'Alliance française. Et donc, il y a une page qui est géniale, dans laquelle il y a plein de ressources. Donc, déjà, il y a des MOOC que je vous conseille. Il y a un MOOC pour se former à l'enseignement du français pour les personnes en situation de migration, les personnes réfugiées. Et il y a plein de ressources, notamment sur les chansons. Moi, j'aime beaucoup parce que voilà, je suis musicienne. Pour moi, c'est très important la chanson. C'est quelque chose de très universel. La musique, tout le monde écoute de la musique. Et donc voilà, j'utilise des chansons françaises pour faire parler les gens. On peut regarder les clips, on peut regarder les clips sous-titrés. On peut ensuite demander aux gens de parler de la musique qu'ils aiment, etc. Alors, pour ce qui est vraiment des activités qui ressemblent enfin, plus cours de FLE, quoi, typiquement les brise-glaces, je vous montre le site qui s'appelle Les Experts du FLE. J'ai fait une faute de frappe. Du coup, elle sera dans le PowerPoint. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que le lien soit le bon. Et sur ce site, il y a plein d'exemples d'exercices brise-glace, donc ce que je vous dis à faire au début de l'atelier pour un peu donner le là de ce qui va se passer. Donc je regarde, je me dépêche, je fais encore 5 minutes. Donc ensuite, quelques conseils d'animation. Donc vous n'êtes pas un prof, vous êtes un animateur, comme un animateur sur un plateau télé. Vous devez rebondir, redistribuer la parole, c'est-à-dire faire en sorte que les gens les plus bavards ne parlent pas trop. Voilà. Et demander aux gens qui parlent moins leur avis, etc. Sans forcer, bien sûr, s'ils ne veulent pas parler. Donc, les ateliers par groupe, de temps en temps, en fait, en gros, on peut le faire. Ça dépend beaucoup de la taille du groupe, mais n'hésitez pas à le faire à chaque séance, en fait. Pensez à l'interculturel pour valoriser la personne. Et vous, dans votre pays, comment ça se passe? Ça permet de valoriser, d'être dans une posture aussi où la personne explique aux autres des choses sur son pays, sur sa culture. C'est très bien. Voilà. Euh, donc, comment poser les questions? Voilà. Donc, en fait, il faut apprendre à faire des questions simples, des questions mélanger les questions fermées et les questions ouvertes, et privilégier le qui, c'est-à-dire encore une fois valoriser la personne dans son expérience. Qui fait qui vient à vélo, qui vient plutôt en métro, et rebondir et faire expliquer. Ah oui, le truc de base, quand il y a un point de vocabulaire qui n'est pas connu de tous, c'est pas vous qui expliquez, c'est un des participants. Enfin,
normalement, il y a toujours, voilà, si vous n'utilisez pas du vocabulaire trop compliqué. Voilà. Ensuite, des ateliers complémentaires. Ça, c'est vraiment sympa s'il y a des demandes. Le cinéfleu, un truc hyper facile. En gros, vous regardez un film et vous en parlez. Les ateliers de conversation au musée, bon, ça, nous, on a la chance de pouvoir le faire, mais c'est que c'est génial. Si vous, dans votre l'association avec laquelle vous travaillez, vous pouvez vous rapprocher d'un musée pour faire ça ou enfin, même d'une galerie, c'est vraiment hyper, c'est une façon hyper riche de parler, c'est-à-dire en parlant sur des œuvres artistiques où on part du principe qu'on est tous à égalité, qu'on n'a pas de notion d'histoire de l'art et tout. Ça, c'est super. Les ateliers d'écriture FLE, bah, moi, c'est moi qui les anime. Avant, c'était le Labo des Histoires. C'est très simple. Il y a plein de livres pour apprendre à animer les ateliers d'écriture. En gros, on prend les mêmes techniques que pour les francophones, mais en faisant des choses plus simples. Les ateliers de théâtre FLE, en gros, c'est la notion du jeu de rôle étendue sur tout un atelier. Pareil, vous pouvez le faire. Alors, donc très rapidement, nos ateliers de débutants, donc niveau A0, A1. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur des méthodes de langue, notamment vocabulaire progressif du français A1 de clé internationale. Voilà, vous aurez la référence, hein. Si avec un livre, ça serait ça. Et en gros, on choisit un thème par séance, un peu comme un cours, sauf que en plus d'avoir du vocabulaire, on fait parler les gens en les mettant dans des situations de jeu. Voilà. Et bon, en gros, comment dire? Et puis, alors les ateliers de conversation, premier pas, par contre, il y a beaucoup moins de participants. Il y en a, en fait, on s'arrête à 8 parce que il y a cette partie justement un peu acquisition de vocabulaire où on met au tableau, par exemple, une affiche, j'exemple, par exemple, l'alimentation avec plein de photos d'aliments avec en dessous le nom, des choses comme ça prend beaucoup plus de temps que de juste parler. Donc voilà. En gros, on a 10 thèmes. On a 10 thèmes qu'on fait tourner sur des séances de 10 semaines, des séquences de 10 semaines, en estimant qu'au bout de 10 semaines, une personne, normalement, doit avoir le niveau pour passer un atelier de conversation normal. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est très bien. Voilà. Et pour en savoir plus, voilà, il y a ce livre. Là, je vous ai présenté plusieurs livres. Vous pouvez utiliser ce livre global qui a été écrit par ma prédécesseuse sur les ateliers de conversation, qui fait un mixte entre les différentes Bonjour à techniques toutes et à dont je tous. vous ai parlé. Je vais Et voilà. parler de ce que l'on fait à la Bibliothèque nationale de France, sachant que, et l'introduction par Bernadette, je rebondis un peu dessus, puisqu'effectivement, ce que fait la BPI finalement à rayonner un peu dans beaucoup et à résonner dans beaucoup d'espaces, et notamment à la Bibliothèque nationale de France, qui s'en est fortement inspirée, puisque les ateliers de conversation de la Bibliothèque nationale de France ont été mis en place après et sur, à bien des égards, le modèle de ce qu'avait créé la BPI. Alors, je vais commencer par un petit point historique sur ce que l'on a mis en place à la Bibliothèque nationale de France. Ensuite, je détaillerai un peu le format, les publics et les réponses que l'on tente d'apporter à ces publics avec les différentes actions que l'on mène. Alors tout d'abord, l'historique, le français langue étrangère à la Bibliothèque nationale de France, il date grosso modo, c'est une interrogation, une réflexion que l'on a commencé à mener en 2014, au moment où à la Bibliothèque nationale de France s'est posé la question d'élargir nos publics et d'ouvrir à un plus grand nombre. À l'époque, donc, puisque nous, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une division, en tout cas sur le site François Mitterrand,
en 2 espaces clairement distincts, un espace en haut de jardin et un espace en rez-de-jardin. Le rez-de-jardin étant réservé à un public de chercheurs, doctorants, chercheurs. Dans un premier temps, on ouvre maintenant plutôt même à des niveaux master, mais en tout cas, une bibliothèque de recherche. Donc, ce n'est pas du tout public. En revanche, le haut de jardin est une bibliothèque composée de différentes salles pour un public plus large. Et dans un premier temps, c'était réservé à un public à compter de 18 ans, puis 16 ans, et depuis peu, depuis le début de cette année, accessible dès l'âge de 14 ans. Donc, un élargissement des publics, ça a commencé en 2014, et à l'époque, on s'est dit, ben, si on ouvre à un nouveau public, ou on essaie d'élargir notre public, la question se pose aussi de comment attirer ce nouveau public. Et les différentes salles, les différents secteurs de la bibliothèque ont mené cette réflexion. Dans le cas du service littérature du monde, qui est un des, nous avons une salle qui est la salle G à la bibliothèque sur le site François Mitterrand. Donc toutes les collections de littérature et langue du monde sont dans cette salle G. Et à l'époque, on s'est dit, ben, ce sont des Français qui consultent ces collections, mais pas que. Nous avons également, bien sûr, beaucoup d'étrangers qui consultent ces collections en langue originale. Il y a également des collections traduites en français, mais il y a beaucoup de collections en langue originale. Et le public qui les consulte est un public qui peut être francophone, maîtriser parfaitement le français, et d'autres moins, voire pas du tout. Et ce public, bah, pourquoi ne pas lui offrir aussi la possibilité de perfectionner son français par la même occasion? Et c'est comme ça qu'est né dans la salle G des littératures et langues du monde le laboratoire de français langue étrangère. Alors, de quoi il est composé? Il a été ouvert en 2015. Donc, il est composé d'un espace d'auto-formation avec des postes, 10 postes informatiques et aujourd'hui environ 1000 documents, donc des ouvrages, des méthodes d'apprentissage. Et voilà. À ça, on s'est dit, ah ben tiens, on va aussi proposer, puisque là, il s'agit d'une logique d'auto-apprentissage, mais comme je dis souvent, l'auto-apprentissage, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne. Donc, l'idée, c'est d'attirer ce public, de lui expliquer comment utiliser ce matériel. On a mis en place des ateliers découvertes. Et puis, l'avantage de cet espace, c'est qu'on peut l'utiliser du niveau débutant complet à un niveau avancé. Et on a également toute une série de collections de didactique à destination des professionnels du FLE, enseignants, médiateurs sociaux travaillant dans des associations et chercheurs en français langue étrangère. Donc, on a à la fois les apprenants depuis le niveau A1 jusqu'au niveau C2 et les professionnels du FLE. En parallèle de ça, et on est allé voir bien sûr du côté de la… Alors déjà, première chose, j'insiste sur le fait que ce laboratoire d'auto-apprentissage, il est exclusivement dédié au français langue étrangère. Contrairement à ce que propose la BPI, nous l'avons vraiment spécialisé sur le français langue étrangère. Et on a cette notion d'auto-apprentissage. Alors, je vais dire quelque chose qui se distingue aussi de ce que l'on peut trouver dans des cours de français, y compris des structures dédiées à l'apprentissage du français avec des enseignants. Là, puisque la logique, elle est d'auto-apprentissage, on fait quelque chose que l'on ne ferait absolument pas dans des cours de français, à savoir proposer des méthodes à partir de langues étrangères, des méthodes allophones, à savoir des méthodes pour les débutants, pour le moins, qui s'appuient sur leur langue maternelle pour aller vers le français. Tandis que dans des cours de français, très souvent, on a tendance on dit, ah ben non, recours proscrit, voire recours minimum à la langue d'origine des apprenants. On est dans du tout en français. Là, on va avoir cette liberté de démarrer à partir d'une langue étrangère parce qu'on est dans une logique d'auto-apprentissage. Donc, très progressivement, hein, quand on avance dans les niveaux,
la langue d'origine disparaît totalement pour laisser place à du tout en français. Mais on peut avoir dans les niveaux A1, A2, voire B1, du recours à la langue d'origine, puisque les gens viennent en autonomie. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est très vite, on s'est dit, mais il faudrait compléter cela par des ateliers. Et j'en viens au sujet du jour. On est allé voir la BPI, on est allé voir, c'est mon prédécesseur, puisque moi je suis en poste ici que depuis 1 an et demi. Mon prédécesseur est allé voir ce que proposait la BPI et on s'en est très clairement inspiré, à savoir les ateliers de conversation qui ont été mis en place dès 2016 à la BNF. Petite distinction dans le sens où nous avons fait le choix de mettre en place des ateliers animés par des binômes. Donc, tous nos ateliers sont animés par des binômes à la BNF. Binômes de volontaires, alors provenant de tout type de postes, donc des volontaires, toutes les personnes, tous les animateurs d'ateliers sont des professionnels de la BNF, bibliothécaires ou administratifs ou tout type de poste, en fait, des agents de la BNF au sens large. Comme à la BPI, ce ne sont pas des enseignants, hein, ce sont réellement des professionnels de la bibliothèque, volontaires. Ils ont simplement envie d'être dans le partage. Alors souvent, pour les bibliothécaires et les administratifs, ils sont peu en contact avec le public, même en service public. Finalement, on est là pour conseiller, mais on est au service des lecteurs et des usagers qui viennent nous demander ou pas des informations. Donc, les volontaires qui viennent animer des ateliers, ce qu'ils me disent souvent, c'est le grand plaisir qu'ils ont justement à être en contact avec le public. Et c'est un contact vraiment chaleureux et apprécié de tous. Donc, c'est ça souvent qui anime les personnes à se positionner sur cette activité. Donc, nous avons une équipe d'une quarantaine d'animateurs volontaires qui animent en moyenne 6 ateliers par an, 4 à 6 ateliers par an, parfois plus même. Donc, ça fait un investissement de une séance tous les 2 mois, grosso modo, animé en binôme. Pourquoi nous avons fait ce choix? Parce que justement, puisque ce ne sont pas des professionnels du FLE, certains seraient intimidés à animer seuls. Donc déjà, ça rassure les collègues parfois de le faire à deux. D'un point de vue plus didactique, je dirais, ça permet d'avoir 2 personnalités et 2 façons de faire qui se croisent face à un public qui va être plus à l'aise plutôt avec l'un ou avec l'autre. Ça peut rassurer aussi nos participants. 2 intonations, 2 accentuations différentes aussi, puisqu'on vient tous d'un peu partout. Bref, ça les replace dans une situation très proche du réel, où dans la vie de tous les jours, ils peuvent être amenés à discuter avec des gens très différents aussi. Voilà un peu les raisons pour lesquelles on a fait ce choix. 2 ateliers par semaine, toute l'année, de janvier à décembre, y compris l'été. Alors en été, au lieu de faire 2 ateliers par semaine, on en fait un et on a maintenu la date du mardi. Alors toute l'année, c'est le mardi et le jeudi soir. Le format est le même qu'à la BPI, 1h15 d'atelier. Et en juillet et août, nous maintenons la séance du mardi, sachant que nous sommes les seuls, je crois, la BPI étant fermée. Il me semble que la BPI n'a pas ces ateliers-là sur l'été, ou en tout cas sur un des mois. Bernadette pourra On fait pas corriger. d'atelier en août, juste Marine. Voilà, en Ouais, août. parce que nous, on manquerait de gens pour les animer. En fait, c'est surtout ça. Les gens prennent leur congé, donc ce serait compliqué. Comme on en fait 6 par semaine, c'est énorme. Voilà, donc c'est ça. Et nous, pour les mêmes raisons aussi, hein, sur l'été, on a moins de disponibilité, donc on réduit à une séance. Et on a fait le choix de maintenir en août, en tout cas, celle du mardi et juillet aussi. Les publics, on a un public très diversifié, un public un peu comme ce qu'a précisé Bernadette avant, donc je ne vais pas forcément le détailler, à savoir qu'on a une grande, on a
beaucoup de chercheurs aussi étrangers qui profitent de leur séjour à Paris et de leur recherche à la BNF pour participer également aux ateliers. Mais on a avec ces chercheurs également des publics de migrants, de réfugiés, de touristes qui viennent ponctuellement. On a un public d'étudiants inscrits dans des programmes Erasmus, des conjoints étrangers de Français. Enfin, un public extrêmement varié et plutôt, enfin dans notre cas, en tout cas pour l'instant, des adultes. On n'a pas, même si ça n'est pas interdit, pour l'instant, nous avons plutôt un public d'adultes dans nos ateliers, ce qui fait que sur les thèmes, la question d'avoir des thèmes qui toucheraient aussi des adolescents ne s'est pas vraiment posée. Nos ateliers sont dans une logique de service public, tout est gratuit. Les inscriptions se font sur place 15 minutes avant le début des séances et le nombre est limité à 15 participants. Alors, il nous arrive d'en avoir bien davantage. Parfois, on en accepte 2, 3 de plus. Généralement, on ne dépasse jamais, quoi qu'il arrive, le nombre de 18 pour une raison simple, c'est que la dynamique de groupe et la possibilité pour tous de pouvoir s'exprimer est limitée si on prend un nombre beaucoup plus important. Donc, en général, c'est 15, voire 17, 18 grand maximum. Et ça, c'est laissé à l'appréciation des animateurs. Certains sont plus à l'aise que d'autres à prendre plus de personnes. En tout cas, on ne dépasse jamais le nombre pour des raisons de qualité. Voilà pour le nombre, service public, donc des gens qui ne sont pas nécessairement adhérents de la bibliothèque, puisqu'ils viennent sur des horaires et dans des espaces totalement libres d'accès. Voilà, alors nous avons également développé des ateliers complémentaires comme à la BPI, des ateliers d'écriture. Jusqu'ici, les ateliers d'écriture créative se déroulaient exclusivement un lundi par mois, le premier lundi de chaque mois, et ils ont lieu dans la salle G, précisément une des salles de lecture, la salle de lecture où se trouve le laboratoire. Et c'est le lundi soir parce que le lundi, le haut de jardin est fermé au public. Donc, ça nous permet de pouvoir accéder à cet espace avec les participants aux ateliers et pouvoir discuter sans déranger les lecteurs, puisque la salle n'est pas ouverte le lundi soir. Donc, un lundi par mois. Le nombre est limité à 10 participants pour pouvoir faire un travail de qualité, de reprise. Je vais vous expliquer le format des ateliers. Donc, c'est un atelier qui dure non plus 1h15, mais 2 heures, de 18h à 20h, 20h étant l'heure de clôture de la bibliothèque. Donc, de 18 à 20h, 15 minutes avant, les gens s'inscrivent, même système, pas d'inscription préalable. Ils viennent sur place 15 minutes avant, inscription, et ils participent. Alors, depuis quelques mois maintenant, ces ateliers rencontrent de plus en plus de succès. Donc, on est toujours autour de 8, 9 participants systématiquement aux ateliers qui sont animés là aussi en binôme. L'objectif étant de valoriser nos collections lors de ces ateliers. Donc, on arrive avec un thème et le thème est illustré en général avec 2, 3 extraits de textes issus de nos collections, collections du dépôt légal, donc du dépôt légal ou de nos collections accessibles par voie numérique sur Gallica. Et donc, ça nous permet de mettre à l'honneur un thème. Je vous donne un exemple. On a travaillé sur odeurs et parfums. On a proposé, par exemple, un extrait du parfum de Suskind, un extrait d'un poème, enfin, ou un poème plutôt, qui parlait également des parfums, etc. Enfin, 2 ou 3 textes issus de nos collections, avec un travail de lecture et de repérage du vocabulaire lié justement à la thématique. Et dans un deuxième temps, ils produisent eux-mêmes un texte. Alors, avec plus ou moins de contraintes. Ça peut être un texte libre, ils peuvent choisir le genre, poésie, article, chronique, extrait, enfin, ils choisissent le genre, ou alors un extrait, une production sous contrainte, avec la contrainte d'écrire plutôt un texte dans un genre fictionnel
ou une lettre à un ami, par exemple, une lettre à un ami ou autre. Tout dépend de l'objectif que l'on s'est fixé au départ. Troisième étape, c'est la mise en commun de cette production et une remédiation orale en commun également, toujours avec bienveillance, faite par les animateurs et commentaires également des camarades ayant participé à l'activité. Voilà, le tout en 2 heures. Pour les ateliers de conversation, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, chaque atelier est indépendant. Donc, les animateurs proposent un thème et la fois d'après, c'est un autre thème, etc. On peut venir une fois, on peut venir régulièrement et on a les deux publics. On a à la fois des gens qui sont extrêmement fidèles et qui viennent pendant une période assez longue, régulièrement, voire 2 fois par semaine pendant 2-3 mois, voire plus. Et puis des gens qui viennent ponctuellement, qui vont venir une fois et ne pas revenir, des touristes de passage, ça arrive, ou des voilà, qui vont venir tous les jeudis, tous les mardis ou ponctuellement. On a absolument tous les types de publics. Des exemples d'ateliers également, on a travaillé sur les tatouages. Tout à l'heure, Bernadette parlait des brise-glaces. Alors là, le brise-glace qu'on avait mis en place, c'est qu'on les a tatoués. On s'est tatoués, puisque j'animais avec Laetitia Pascolini, qui est l'ancienne responsable du Labo Fleu, et nous animions ensemble. On est arrivés, on s'est tatoués nous-mêmes, et on les a tatoués avec 3 tatouages différents de façon à composer 3 groupes. Et ensuite, voilà, on a mis en place une activité autour du tatouage. Qu'est-ce qu'ils pensent du tatouage? Est-ce il y a une tradition du tatouage dans leur propre culture ou pas? Est-ce qu'ils sont tatoués ou pas? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bref, et ça a donné lieu évidemment à un échange très riche. On a travaillé hier soir sur l'ubérisation de la société. Bref, et puis un débat avec une mise en place de 2 groupes pour, contre. On peut être soi-même pour ou contre, mais l'idée, c'était de se retrouver dans un groupe où il fallait construire une argumentation pour ou une argumentation contre en fonction du groupe dans lequel on se trouvait. Les brise-glaces, quelques exemples aussi de brise-glaces pour aller dans le sens de ce qu'a fait Bernadette. Par exemple, arriver avec et demander aux personnes de se mettre par ordre alphabétique de prénoms. Donc, ça les oblige évidemment à échanger pour savoir quel est le prénom les uns des autres. Par ordre alphabétique de nationalité, là aussi, deuxième étape, hein, parler avec ensemble. Pourquoi je donne cet exemple? C'est parce que il faut se dire que les animateurs, ils interviennent ponctuellement à tour de rôle. Je vous ai dit, on est une quarantaine, mais les participants, pour certains, viennent très régulièrement. Donc, une présentation qui serait du type bonjour, je m'appelle, j'ai tel âge, j'habite, je viens de tel pays. Si on faisait ça à toutes les séances, ce serait extrêmement rébarbatif pour eux. Donc, il faut essayer de trouver des manières de jouer sur les présentations qui soient plus ludiques et dynamiques et qui fassent l'objet finalement d'une activité, mais qui permettent au bout du compte, malgré tout, de répondre à cet objectif de brise-glace sans que ce soit ennuyeux et que nous aussi, en tant qu'animateurs, ça nous permette de savoir qui on a en face de nous. Voilà, donc c'est un exemple, ça peut être autour de... Bernadette a cité quelques exemples, mais on pourra revenir dessus. Ensuite, je pourrais vous donner d'autres exemples dans un deuxième temps. Il y avait, j'ai vu dans les questions qui ont été posées en préalable de la rencontre, la question de l'hétérogénéité qui se posait. Beaucoup se posent la question de comment gérer l'hétérogénéité. Je dirais que le fait de faire des activités en sous-groupe ou des préparations en sous-groupe et de façon aléatoire, en cassant aussi les groupes. Parfois, il y a des gens qui se connaissent, qui viennent régulièrement, qui finissent par se connaître, ou des nationalités qui se mettent ensemble, plusieurs latinos qui se mettent ensemble, plusieurs personnes, des groupes linguistiques communs, angolais avec brésilien, avec portugais, latino-américain, hispanophone de l'autre. Eh bien, casser ça pour les faire sortir un peu de leur zone de confort et aller vers
obligés finalement à avoir la langue commune qui serait le français pour parler, ou bien parce que des gens plus timides vont pouvoir s'exprimer davantage dans ce petit sous-groupe préparatoire à une mise en commun ensuite. Donc, trouver le moyen de mettre en place des activités et de façon aléatoire, ça peut être par exemple tirage au sort d'un petit bon, un petit bon de couleur, tous les rouges ensemble, tous les bleus ensemble. Mais ce n'est pas eux qui ont choisi, c'est le hasard qui les a mis ensemble, par exemple, va permettre justement de travailler sur l'hétérogénéité dans le sens où dans un même groupe, il va y avoir des gens de niveaux différents. Ils vont pouvoir travailler ensemble et puis les timides, les moins timides également, ça répartit de cette manière. Mais je pourrais donner d'autres exemples. Dans un parler des perspectives de développement et des chiffres. À la BNF, nous avons environ plus de 70 nationalités représentées et plus de 45 langues représentées. Donc, c'est très riche également. Et c'est ce qui nous plaît, ce qui plaît aux animateurs qui sont chaque année plus nombreux à se positionner pour animer des ateliers. C'est le grand plaisir de ces échanges. Les perspectives de développement, puisque tous nos ateliers sont quasiment tout le temps pleins, on envisage de proposer une séance supplémentaire à compter de la rentrée prochaine. Et puis les ateliers d'écriture qui étaient au nombre de 1 par mois également, on passerait à 2 séances par mois, le premier et le troisième lundi de chaque mois désormais. Voilà. Et nous avons également développé des ateliers cinéfleux. Alors, ce n'est pas nécessairement penser à un film et projeter un film, c'est plutôt sélectionner en amont 1 ou 2 séances dans un film et en discuter pour donner envie aux apprenants de venir ensuite en salle. Là aussi, c'est une promotion de notre fonds. Donc, on travaille en salle A, qui est la salle son, vidéo et multimédia de la BNF, où ils peuvent avoir accès à tout le fonds vidéo de la BNF. Donc, on essaie finalement, comme pour les ateliers d'écriture, de promouvoir aussi notre fonds et de leur donner envie de venir le découvrir, qu'ils aient une carte BNF ou pas, puisqu'à partir de 17h, en haut de jardin, tous les publics peuvent accéder aux salles gratuitement de 17 à 20h tous les jours. Voilà. Bonjour à tous. J'ai entendu des choses passionnantes. Et voilà, donc il y a pas mal de choses que je ne vais pas redire parce qu'il y a des pratiques bien évidemment communes. Donc pour faire assez rapide et court, nous on a La Fourmilière, c'est une association. On n'est pas du tout une bibliothèque. On est donc une association qui ne fait pas que des cours de français ou pas que des ateliers de conversation pour être précis. Le concept de La Fourmilière, qui est une association qui a été créée par des trentenaires en 2019 à peu près, 2018-2019, c'est d'amener les gens à pouvoir faire du bénévolat aussi simple que de prendre un verre entre amis. Cette phrase, je l'ai entendue un peu tout à l'heure et j'ai trouvé ça plutôt amusant, cette idée comment dire, de «dédramatiser» entre guillemets, la notion de bénévolat. Donc la Fourmilière, à la base, c'est une énorme plateforme qui met en relation des tas d'associations, hein, que ça soit les Lucioles, Biocycle, Moisson, et cetera, sur donc son site internet, et qui propose en permanence, il y a à peu près 650 missions qui sont proposées, je suis allée regarder tout à l'heure sur le site, qui propose effectivement de mettre en relation des personnes qui vont venir s'inscrire et des associations. Par exemple, les cafés partagés, des balades alimentaires, des collectes de dons alimentaires, et cetera, et cetera. Alors ça attire qui? Ben, ça va attirer en gros, beaucoup de gens qui sont plutôt dans un profil trentenaire, qui, sont très intéressés par cette idée de non-engagement, en matière de bénévolat. Alors à partir de voilà, donc ça c'est un petit peu la base. On est, en gros une communauté de 12 000 personnes
donc on communique entre nous via Facebook, via les réseaux sociaux, via WhatsApp. On a créé plein de petits groupes WhatsApp pour pouvoir animer nos différentes missions. Et dans ce gros cadre, il existe les ateliers de conversation qui ont été créés depuis 2019, qui existent en présentiel, mais qui existent aussi en ligne. Et quand je dirais en ligne, c'est plutôt en one-to-one, hein. Donc, c'est un matching qui est organisé par un bénévole de la Fourmilière qui match un bénévole avec une personne qui a besoin de prendre des cours de français. Donc, en général, ce sont quand même plutôt des primo-arrivants qui viennent vers nous. Et donc, c'est vraiment du one-to-one avec un rendez-vous comme ça hebdomadaire. Moi, personnellement, je m'occupe depuis 2019 de ces fameux ateliers de conversation en présentiel. Il nous fallait trouver un lieu parce que nous ne sommes pas une bibliothèque, donc on ne dispose pas d'un lieu, puisqu'en fait on est une entreprise, je dirais presque immatérielle, ou en tout cas une sorte de réseau. Eh bien, nous avons un contrat avec la Maison de la Conversation, donc qui est un tiers-lieu qui se trouve à Paris, dans le 18e arrondissement. Ce tiers-lieu, en fait, c'est à la fois une agence de communication qui travaille beaucoup sur le concept de la conversation et aussi un lieu qui a été donc, puisqu'en fait ce lieu appartient, je pense, enfin, d'après ce que j'ai compris, à la ville de Paris. Et donc il y a comme ça des espaces qu'ils peuvent partager ou qu'ils peuvent louer à des associations. Et nous, finalement, avec nos ateliers de conversation, on était parfaitement légitimes. Donc on a pu comme ça bénéficier de cet espace. Ce qui nous permet donc de donner des cours de conversation toutes les semaines, le lundi soir, de 19h à 20h30. Au début, lorsqu'on avait créé notre fourmilière, enfin nos ateliers de conversation, on avait réussi à quand même avoir une centaine de personnes qui venaient à nos ateliers. Quand je dis 100 personnes, c'était à peu près une vingtaine de bénévoles, et le reste, c'était des personnes effectivement migrantes, donc primo-arrivants pour faire court, et qui venaient prendre nos cours. Depuis, effectivement, les choses se sont beaucoup plus estompées. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a eu énormément d'offres qui se sont développées au niveau des ateliers de conversation. Et aujourd'hui, on tourne entre 20 et 25 personnes à chaque session du lundi, avec la moitié de personnes qui sont des fidèles et une autre moitié qui sont des personnes qui se renouvellent à chaque fois. Et nous constatons, comme vous aussi, pas qu'une présence de personnes primo-arrivantes, mais aussi des personnes qui sont peut-être des personnes qui sont en Erasmus, ou des personnes qui ont décidé de venir travailler en France pendant 2 ans, ou qui ont des contrats en France et qui ont besoin d'apprendre le français. Et donc, on se retrouve à chaque fois avec une population très hétérogène chaque lundi soir. Et donc, c'est un petit peu à nous de s'adapter, nous bénévoles, de s'adapter finalement à ces profils. Et donc, on pratique un petit peu tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc moi, je vais rien vous apprendre sur les méthodologies, hein. Ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de regrouper les gens par niveau, parce qu'en fait, on ne les connaît pas forcément. Alors, on connaît certains, mais on ne les connaît pas. Et donc, on va essayer d'attribuer 1 à 2 bénévoles profs, sans employer ce terme de prof, parce que on ne donne pas vraiment des cours, hein, puisque c'est de la conversation que l'on pratique. On va essayer de faire des mini-groupes avec 1 ou 2 bénévoles et 3 ou 4 apprenants. Et effectivement, chacun finalement est assez libre de pratiquer à sa façon. Comme je dirais que la grande force, je dirais, de la fourmilière, c'est d'être très c'est d'avoir une vraie alors même si les profils culturels sont très hétérogènes, il y a une énorme homogénéité générationnelle, puisqu'en gros, ce sont un peu des trentenaires qui donnent des cours à des trentenaires. Donc, ils ont plein de sujets en commun, et ils sont vraiment tous animés par l'envie de se découvrir et de se connaître. Alors la seule chose que je peux peut-être rajouter, parce qu'en fait, effectivement, on pratique des brise-glaces, on va pratiquer, moi j'ai un jeu de loi dans les techniques qui est assez amusant, avec des dés, où ça permet finalement aux gens de tomber sur des cases et d'avoir des sujets, quel est ton film préféré, quel est ton dernier bouquin, enfin, etc. Ce qui permet effectivement, un peu comme l'idée que j'entendais tout à l'heure, des petits papiers à piocher, ce qui permet comme ça de lancer comme ça des tas de sujets. On travaille aussi sur des acrostiches, etc.
Donc, ce qu'on essaie de faire pour essayer de fidéliser, parce qu'en fait, on s'est retrouvé confronté à cette problématique après le Covid, de faire revenir des gens et surtout aussi de fidéliser, d'avoir quand même ce socle de 20 à 25 personnes à chaque fois. C'est qu'on essaie une fois par mois de mener des opérations entre guillemets, ou des événements entre guillemets un peu spéciaux et donc, on va faire des ateliers de théâtre, mais ça je l'ai entendu aussi, des ateliers d'écriture. On va faire des jeux. Alors on joue beaucoup avec des jeux type le Codenames ou des jeux de société, et c'est tout ça des occasions de pousser ou d'amener les gens à pouvoir communiquer, parler entre eux. Tout est prétexte finalement à parler. Alors, ce qu'on a initié aussi maintenant de façon, annuelle, c'est de faire, 2 repas par an, avec, ce qui s'appelle des tours du monde culinaire. Un avant, les vacances d'été et un, au moment de Noël, où chacun va venir, présenter, enfin fabriquer un plat et le présenter, à la communauté et c'est là aussi l'occasion de raconter, une histoire. Et ce qu'on a fait de façon plus récente, on organise des randonnées. Heu, des randonnées en forêt de Fontainebleau, c'est assez simple à faire puisque, grâce ils ont tous la carte, comme on est à Paris et qu'on a tous la carte, Navigo, 5 zones, ça nous permet tous d'aller, à Fontainebleau et donc de marcher, ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on organise qui est assez cool. On en a fait un, il y a à peu près un mois, ils étaient une quinzaine de personnes, ils étaient ravis, ils ne redemandent que de ça. Donc en gros, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est un peu ce que vous avez dit aussi, et donc je ne vais pas répéter, c'est la notion vraiment de convivialité, de convivialité, de convivialité, faire des choses ensemble, se rencontrer, aussi saisir peut-être, auto-saisir des idées que certains, migrants peuvent avoir. Enfin, par exemple, nous avons dans notre, groupe un jeune qui est, chef cuisinier dans un restaurant, éthiopien eh bien, elle nous a proposé, nous a concocté un menu dansant au restaurant avec un tarif spécial, ce qui nous a permis effectivement de tous se retrouver. Donc, c'est aussi d'amener, de casser un petit peu les barrières et de dire que finalement, on est tous participants, participatifs, qu'on soit apprenant ou pas, on a tous des idées qu'on a envie de partager avec les autres, on peut organiser des choses et c'est un petit peu ça le concept de la fourmilière, c'est un petit peu de donner, la possibilité à chacun d'agir. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors ce qu'on fait aussi, on fait beaucoup de redirection vers d'autres associations, Singa, Kabubu et cetera pour, les pousser aussi à participer à d'autres assos, soit par le sport, soit par, je sais pas, apprendre à faire son CV, apprendre à aller à un entretien d'embauche parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, qui nous sont posées comme ça, hein, alors, donc on va soit les rediriger, soit, on va peut-être consacrer notre atelier de conversation dans notre mini groupe à une problématique plus professionnelle. En fait, vraiment l'idée, c'est à chaque fois, de s'adapter. Bah, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. En tout cas, merci, moi j'ai été ravie d'entendre, toutes vos interventions parce que ça nous donne aussi ça va donner des idées et ça nous permettrait aussi peut-être je note aussi la BNF, peut-être qu'on pourrait peut-être monter des choses aussi avec vous. La BNF, comme vous êtes à Paris, c'est très pratique et peut-être imaginer des opérations conjointes, venir avec nos équipes pour qu'ils profitent aussi de vos ressources, parce que nous, on n'a pas de Avec ressources, en plaisir. fait. Avec Voilà, plaisir, d'autant plus qu'on accueille des groupes, justement externes, au labo pour, voilà, montrer un peu toutes nos ressources. voilà. Bah, écoutez, merci en tout cas. Voilà ce que j'avais ah oui, ce que je n'ai pas dit non plus, ça c'est sympa, mais ça fait partie, en fait, du principe de la fourmilière. La fourmilière, comme je disais tout à l'heure, c'est venir prendre un verre entre potes et tout. Tous les mois, on organise ce qui s'appelle une fourmi-bière. C'est-à-dire, on va dans un bar, tout simplement. Donc, c'est un contrat, enfin, c'est un bar qu'on privatise. Il y a quelques bars dans le 18e arrondissement, 19e, enfin, qui sont des quartiers plus populaires, qui nous accueillent et on s'y retrouve et ils viennent qui veut, hein, parce que c'est un peu le grand principe. Donc, il y a nos bénévoles, mais aussi nos primo-arrivants, mais qui ne sont plus trop primo, puisque ça fait déjà 3 4 années qu'ils sont là et qui viennent de façon très régulière. Ils prennent un verre, c'est l'occasion d'échanger avec tout le monde. Donc on essaie de démultiplier aussi ce genre de choses. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on monte à la fourmilière des fourmissions, c'est-à-dire on met à l'honneur une fois par mois
une association partenaire qu'on a envie, par exemple, on avait fait tout un travail sur le don de moelle osseuse. Donc au début, on s'était dit: «Waouh, qu'est-ce qu'on va faire avec le don de moelle osseuse?» C'est quand même un sujet assez touchy. Eh bien non, des professionnels sont venus expliquer. Il y a des personnes qui se sont inscrites pour devenir des donneurs de moelle osseuse et lors de ces événements, eh bien, il n'y a pas que des bénévoles français, entre guillemets, quand je dis français, entre guillemets, qui sont venus, c'est aussi tout le monde. Et donc l'idée de tout ça, c'est de montrer, c'est de vraiment, c'est d'être dans le participatif, le vivre ensemble. On est une grande communauté qui rassemble un peu tout le monde. Et il n'y a pas trop de distinction, ni de genre, ni de classe, ni de pays, ni d'origine. Et c'est ça qui fait que c'est plutôt sympathique et Bonjour que tout tout le le monde a envie monde, de venir et de on est revenir. ravis d'être là. Alors c'est vrai qu'on a Voilà entendu déjà ce que beaucoup de j'avais envie de choses, donc dire. notre Je vous intervention, remercie. il se peut qu'il y ait une petite part de redite. Voilà, parce que comme on va avoir l'occasion de le dire, nous on s'est beaucoup formé aussi auprès de la BPI qui a quand même infusé, irrigué dans les médiathèques, notamment les médiathèques territoriales. Donc, grosso modo, on va faire une petite présentation de nous, des enjeux linguistiques pour le réseau des médiathèques de pleine commune et de la manière dont les ateliers de conversation se sont déployés sur le réseau. Après, on va prendre un focus spécifique sur les médiathèques de Saint-Ouen, les ateliers de conversation dans les médiathèques de Saint-Ouen, pour enfin aussi interroger la place des langues maternelles dans les ateliers de conversation ou dans les actions qu'on peut mettre en place avec les groupes qui participent à nos ateliers de conversation, parce que pour nous, il y a deux volets très importants, à la fois l'apprentissage des langues ou l'accompagnement à l'apprentissage des langues, car on n'est pas un cours de FLE, mais aussi un aspect de valorisation des langues maternelles, qui est un aspect sur lequel on travaille de plus en plus et qu'on commence à intégrer à nos ateliers de conversation. Alors, je vais essayer de partager un PowerPoint. Hop. Et hop. C'est où? Voilà. Ici. À partir du début. OK. Donc, les ateliers de conversation dans le réseau des médiathèques de pleine commune. Mince, comment on fait pour revenir en arrière? Hop. Oui. Ouais. Donc, voilà. Donc, le réseau des médiathèques de pleine commune, déjà, il se déploie sur 9 villes. C'est 21 médiathèques qui sont réparties sur 9 villes. Le territoire de pleine commune, il faut savoir que c'est un territoire qui est très marqué par des populations voilà, qui migrent, qui arrivent en France. Il y a environ 31,7% de la population qui réside sur le territoire qui est de nationalité étrangère. Ça veut dire qu'on a à peu près plus de 130 nationalités différentes sur le territoire. On estime à 134 nationalités différentes présentes sur le territoire et entre 150 et 180 langues parlées présentes sur le département de la Seine-Saint-Denis. Ça veut dire que la question des langues, elle est vraiment très, très importante, à la fois pour ce qui est du coup de l'apprentissage du français qui va servir de en commun pour participer à la vie quotidienne, à la vie citoyenne, parfois pour avoir aussi ses papiers, trouver un travail, etc. Mais aussi par rapport à tout ce qui va être aussi communication, voilà, valorisation de sa propre identité, etc. Donc c'est vraiment un enjeu essentiel sur le territoire. Le réseau des médiathèques de pleine commune, c'est déjà un projet de lecture publique qui est déployé sur 21 médiathèques, un bibliobus, des kiosques de prêt. On a à peu près 305 agents sur ce réseau. Voilà, avec une offre, comme toutes les médiathèques, de documents à la fois imprimés, numériques, immatériels, des DVD, des CD, etc. C'est une carte gratuite et la possibilité d'emprunter du coup 30 documents pour une durée de 1 mois. Le fait que ça soit gratuit, c'est en fait quelque chose de très important parce que ça veut dire que n'importe qui peut quand même s'inscrire sur le réseau et emprunter des documents. Évidemment, le fait de pouvoir venir sur place, c'est aussi ouvert à tout le monde, comme n'importe quelle médiathèque. Au niveau du réseau des médiathèques, on a des axes forts, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement de l'esprit critique, tout ce qui est autour des enjeux de transition écologique et un nouvel axe fort qui est sur la promotion de la diversité des langues parlées et la contribution à l'apprentissage des langues, notamment du français. Donc, en fait, ça veut dire que la question des langues, c'est vraiment intégré au projet de lecture publique, au projet de notre direction de la lecture publique. Donc, ça va se décliner en fait de façon assez forte, c'est-à-dire qu'il y a un vrai portage à ce niveau-là. Déjà, il y a eu la création du poste que j'occupe depuis à peu près 1 an, c'est-à-dire chargé des actions linguistiques pour le réseau des médiathèques. Ça veut dire qu'il y a toute une organisation opérationnelle qui est mise en œuvre au niveau du réseau.
avec un référent inclusion linguistique par ville qui va pouvoir porter les projets, accompagner, créer, faire de la veille et accompagner surtout les collègues, se former sur les questions des enjeux linguistiques. À côté de ça, évidemment, comme n'importe quelle médiathèque, on va avoir toute une offre de ressources physiques et numériques, à la fois autour de l'apprentissage des langues et du français, mais aussi autour des langues du monde, donc des collections en version originale, que ce soit du tamoul, du chinois, du turc, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, etc. Pour bien aussi porter la question des enjeux de langue et pouvoir communiquer à un maximum de personnes, on a mis aussi à une époque en place une communication adaptée, c'est-à-dire qu'on avait des flyers en plusieurs langues et on avait aussi des petits fascicules qui permettaient de répertorier à peu près toutes les langues qui étaient présentes dans nos collections. Donc ça permet aussi à un moment donné de donner un sentiment de bienvenue aux locuteurs d'une langue sur le territoire. À côté de ça, on va revenir sur deux axes vraiment dont on va parler maintenant, c'est-à-dire nos deux axes forts, c'est tout ce qu'on va mettre en termes de valorisation de la diversité linguistique du territoire et tout ce qu'on va avoir en termes d'accompagnement à l'apprentissage des langues et en particulier du français. Donc, c'est tout ce qui va se faire au niveau de l'apprentissage des langues, ça va être déjà de pouvoir s'appuyer sur des ressources. C'est ça la spécificité des médiathèques de manière générale, c'est d'avoir quand même des ressources qui sont très importantes, que ce soit des espaces, du matériel, à la fois du matériel informatique, des collections, donc des ressources documentaires. Et du coup, ça nous permet d'accueillir des publics, notamment des groupes FLE qu'on accueille assez souvent. Je pense à des ateliers sociolinguistiques ou bien aux classes UPE2A. Et à côté de ça, il y a la partie atelier de conversation qui est proposée généralement au tout public. Je dis ça juste pour avoir une vision en fait un peu globale. C'est-à-dire que l'atelier de conversation, c'est une proposition parmi un ensemble de propositions et on le pense vraiment en complémentarité. L'idée de nos ateliers de conversation, c'est de pouvoir quand même toucher essentiellement des personnes qui ne sont pas forcément dans des groupes déjà constitués, des groupes d'apprentissage du français. Donc, on est vraiment pensé pour être une offre complémentaire sur le territoire. Et ça, je vais y revenir parce que pour les médiathèques et les bibliothèques territoriales, il y a vraiment un enjeu de pouvoir s'inscrire dans un territoire précis, dans un contexte particulier et de travailler tout ça en complémentarité avec les partenaires. Et c'est vrai qu'au début, quand on est arrivé, nous, en se disant on va commencer à faire des ateliers de conversation, ça pouvait paraître un petit peu étonnant, même si c'était quand même quelque chose qui était développé depuis quelques années dans d'autres médiathèques, notamment à la BPI. Mais voilà, on a tout un enjeu, nous, d'expliquer aussi aux partenaires qu'est-ce que c'est qu'un atelier de conversation et comment on peut construire cette proposition ensemble. Donc, les ateliers de conversation. Sur le réseau des médiathèques, il y en a 10. Sur le réseau des médiathèques de pleine commune, il y en a 10. J'ai bien précisé 10 tout public et 3 avec des partenaires. Parce qu'il peut y avoir, selon les lieux, donc on s'adapte à chaque fois à un contexte différent, et il y a des endroits où, en fait, des professeurs de FLE qui animent des cours souhaitent inviter leur groupe à venir partager, à venir participer de manière régulière aux ateliers de conversation. Donc, c'est vrai qu'on a cette particularité d'avoir vraiment l'atelier de conversation tout public, sans inscription, ouvert plutôt aux majeurs, mais dans lesquels parfois il peut y avoir quelques mineurs à partir de 16 ans, ça dépend en fait à chaque fois du contexte local. Et puis des ateliers, des fois, on va dire, en direction de publics captifs. Donc, c'est là deux approches légèrement différentes. Et c'est pour ça que pour nous, résumer les ateliers de conversation sur le réseau des médiathèques de pleine commune, parfois, ça peut être un petit peu complexe parce qu'on expérimente plein de formes différentes d'ateliers de conversation avec quand même cette spécificité qui est que, évidemment, comme ça a été dit, on encourage la convivialité, la communication orale et on ne remplace pas un professeur de français. Donc, en moyenne, nous, sur nos ateliers de conversation, on a 5 à 10 participants, sachant que ça se déploie sur des médiathèques qui ont des tailles variables. Donc, ça peut être des médiathèques de proximité ou des médiathèques à rayonnement large. Ça peut être parfois un petit peu compliqué d'amorcer un atelier de conversation, surtout quand on commence à le mettre en œuvre au niveau local. C'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur les partenaires.
Donc ça, on l'a déjà vu un petit peu, pourquoi animer des ateliers de conversation en médiathèque, du coup, pour nous, pouvoir faire de la médiation vers, déjà favoriser le lien social, pouvoir accompagner les personnes dans le fait de pouvoir découvrir des établissements culturels, développer leur communication orale, s'insérer dans la vie citoyenne. Et aussi, du coup, voilà, le fait de pouvoir aussi accompagner et encourager l'autonomie des personnes. Voilà. Donc, la philosophie des ateliers de conversation, c'est une philosophie commune, en fait. Donc, ça a déjà été dit quand même plusieurs fois. Donc, le fait de parler dans une même langue, généralement le français, c'est toujours cet axe de l'oralité, du participatif, de développer l'autonomie des personnes. Et d'être beaucoup dans la spontanéité, l'adaptation et l'improvisation. On prépare, mais pas trop, et après, on se permet d'improviser et de relâcher. Voilà, si les gens veulent aller sur tel sujet, on y va et entre guillemets, on s'adapte vraiment à leurs envies, à leurs besoins immédiats. Là, l'idée pour nous aussi, du coup, je l'avais dit, c'est de s'appuyer sur les partenaires. Tout simplement, en fait, c'est un conseil que je donnerais surtout aux bibliothèques territoriales. Quand vous mettez en place un atelier de conversation, on a nos contraintes propres, voilà, à la fois de service public ou de toute autre programmation qu'on peut avoir. Mais c'est bien aussi de caler le créneau, si possible, en complémentarité de l'offre qui existe déjà sur le territoire. Donc, si vous avez une coordination linguistique sur le territoire, c'est bien de les rencontrer avant de mettre en place les ateliers de conversation, déjà pour les informer de votre projet, bien avoir connaissance de ce qui se passe aussi au niveau de votre ville et de pouvoir du coup les associer un petit peu, alors pas à l'atelier en lui-même, mais voilà, au choix peut-être du créneau, enfin de faire en sorte que ça soit le plus cohérent possible avec déjà l'offre des propositions qu'il y a sur le territoire. Une autre contrainte à avoir aussi en tête, c'est les publics visés. C'est-à-dire qu'en médiathèque et en bibliothèque territoriale, on va avoir tout type de public, à la fois des primo-arrivants, on peut avoir aussi des fois des mineurs isolés, mais on a aussi beaucoup des personnes qui sont là depuis parfois des dizaines d'années, enfin au moins une bonne dizaine d'années, et qui n'ont pas forcément l'occasion de pratiquer le français de manière quotidienne ou en tout cas sur des sujets différents. Ils vont avoir peut-être un français, peut-être pour aller faire les courses, etc. Mais ils ne vont pas l'expérimenter de façon régulière en termes de vie sociale, amicale, etc. Nous, on a beaucoup ce public-là dans nos ateliers de conversation. Ça concerne souvent des femmes, des mères de famille qui sont là depuis très longtemps et qui s'occupent souvent beaucoup de leurs enfants, etc. Mais qui, elles, n'ont pas forcément cette vie sociale en français. Donc, il y a beaucoup ce public qui vient dans nos médiathèques et selon les créneaux choisis, c'est important de le savoir, voilà, ça correspond plus ou moins à leur disponibilité. Ouais. C'est-à-dire que il y a le problème de la garde des enfants et du coup, c'est des choses voilà, à penser aussi au moment où on monte un atelier de conversation. Nous, on a plusieurs créneaux sur le réseau. À chaque fois, c'est adapté aux contraintes locales. C'est adapté à ce qui existe aussi déjà sur le territoire et aussi au public qu'on peut toucher ou qui sont présents. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément, on va pas mettre forcément au même créneau selon les publics qui viennent à la médiathèque ou ceux qui ne viennent pas encore et que l'on souhaiterait faire venir à la médiathèque. Au niveau du réseau, du coup, les ateliers de conversation, ça va être vraiment décliné de façon très, très différente. Ça peut être à la fois des ateliers de conversation dans les murs des médiathèques, c'est la forme la plus standard, entre guillemets, donc où on accueille l'atelier de conversation dans nos murs, que ça soit dans les espaces publics où on essaye du coup d'être très inclusif. On fait un petit coin à part, mais il y a quand même encore du monde qui peut passer, etc. Ça peut arriver, et puis ça dépend aussi des tailles des médiathèques et le plus souvent dans des espaces un peu plus fermés, voilà, avec des petites tables, etc., pour se sentir à l'aise. Donc là, on en a parlé, ça peut être avec ou sans partenaire. Ça dépend vraiment voilà, du contexte local. Ça peut être en direction de différents publics et aussi, surtout, ça va mêler, comme on l'a déjà dit, beaucoup de contenus et beaucoup de supports différents. Pour mettre en place, nous, nos ateliers de conversation, on a
une grosse partie de formation. Alors, une formation auprès de la BPI qui a, merci beaucoup, qui nous a beaucoup accompagnés au début, voilà, pour découvrir qu'est-ce que c'est qu'un atelier de conversation, comment ça se passe, quels sont les trucs et astuces. Donc, on invite souvent nos collègues à aller observer des ateliers de conversation, que ça soit à la BPI ou même sur notre réseau, parce qu'on a tous et toutes des manières d'animer différentes. On fait aussi beaucoup l'atelier de conversation avec qui on est, avec ses propres compétences, avec ses envies, avec les envies des participants. Ça, c'est fondamental. Leurs envies, leurs besoins, c'est vraiment le cœur de l'atelier de conversation. Mais nous, on vient aussi avec chacun nos particularités. Et ce qui est assez génial en médiathèque, c'est qu'on a des particularités qui sont très diverses, avec des habitudes aussi en termes d'animation, que ce soit sur le numérique, le jeu ou autre, qui fait que ça vient aussi enrichir des fois nos ateliers de conversation. Donc, pour revenir sur les formations, voilà, on se forme beaucoup auprès de la BPI. On travaille aussi maintenant avec la bibliothèque universitaire de Paris 8 qui nous propose aussi des formations aux ateliers de conversation. Il y a aussi des associations de bibliothécaires au niveau du département qui mettent en place des matinées d'échange de pratiques autour des ateliers de conversation. C'est très important de travailler sur tout ce qui est échange de pratiques, surtout quand on a la chance d'avoir plusieurs collègues ou bénévoles ou professeurs qui animent des ateliers de conversation, parce que quand on creuse un peu, c'est là qu'on voit surgir en fait à chaque fois des idées nouvelles. Et moi, j'essaie de faire en sorte, en tout cas, qu'au niveau du réseau, on puisse assez régulièrement avoir des échanges de pratiques pour échanger nos trucs et nos astuces. Parce que on va en reparler, mais il y a des questions qui reviennent sans cesse, on en a déjà parlé. Comment je fais, quand j'ai un groupe qui est hétérogène, comment est-ce que je gère ça? Et puis, moi, j'ai une personne, elle parle tout le temps et l'autre, elle parle vraiment pas beaucoup, mais je sais pas comment la mobiliser. Et tout ça, ça revient, grosso modo, tout le temps, quand on anime des ateliers de conversation. Et c'est pour ça que cet échange de pratiques, il est fondamental. Nous, on travaille beaucoup à mutualiser nos ressources, à mutualiser nos idées pour avoir vraiment des tips et puis aussi, enrichir nos pratiques. Bon, il y a le livre de Cécile Denier qui avait déjà été cité à de nombreuses reprises, mais je peux encourager qu'à le lire et à le relire parce que c'est vrai que dedans, vous allez aussi trouver des fiches pratiques pour animer des ateliers de conversation, des manières de vous adresser, de communiquer aussi. Voilà, donc c'est vraiment un fondamental. Et puis nous aussi, au niveau de notre réseau, on met en place ce qu'on appelle des matinées experts, c'est-à-dire c'est des matinées où on va vraiment faire des focus sur certains enjeux. Et il y a peu de temps, on a travaillé du coup à une matinée expert autour du multilinguisme sur vivre et grandir dans d'autres langues. Et c'était très enrichissant parce que ça permet en fait d'avoir déjà le regard de quelqu'un qui travaille à 100% dedans, qui est souvent prof d'université, qui a vraiment une richesse en termes d'expérience et puis de théorisation aussi. Et donc, voilà, on a eu la chance d'accueillir Ranka Bijeljak-Babik de l'asso Bilingue et Plus, qui, elle, travaille aussi sur tout ce qui est un petit peu valorisation des langues maternelles. Et Françoise Leclerc de l'asso AFALAC, qui est l'association Famille, Langue et Culture du Mans, qui a mis aussi en place pas mal d'outils sur son site pour notamment valoriser les langues maternelles, mais aussi comment accueillir des familles migrantes. Voilà, donc en fait, on peut y retrouver des petites billes qui peuvent être après adaptées à nos ateliers de conversation. Tout ça pour dire que les ateliers de conversation, voilà, c'est une formation, c'est des réflexions, c'est à la fois du travail sur des formations au multiculturel, mais pas que. C'est vrai que l'idée, voilà, c'est d'arriver avec qui on est et d'organiser un peu. Bernadette, tu disais 30 minutes à peu près. On va voir que selon les collègues, nous, on était partis un peu sur cette base et au fur et à mesure, les collègues se sont appropriés l'atelier de conversation parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît, que souvent les collègues aiment animer, où il y a des beaux échanges. Et voilà, et ça a permis au fur et à mesure aux collègues d'avoir envie aussi d'inventer des supports qui des fois demandent un petit peu plus de temps, mais qui finalement trouvent leur sens en atelier de conversation. Je te laisse présenter un petit peu ce que vous faites.
Très bien. Bonjour à tous. Donc, les médiathèques de Saint-Ouen, il y a 3 médiathèques et une quarantaine de collègues qui vont être amenés à animer des ateliers de conversation. C'est-à-dire peut-être parfois, enfin la majorité des collègues sont amenés à faire des ateliers de conversation car comme le disait Myriam, c'est, des ateliers très agréables et on aime tous, participer à ces ateliers. Donc, pour vous, expliquer un petit peu, donc, la médiathèque Persépolis, c'est les vendredis 10h à 11h et on fait ça de septembre à juin. On fait une pause, pendant les vacances d'été. De toute façon, il y a quand même beaucoup moins de fréquentation pendant les vacances d'été et on le fait, même pendant les vacances scolaires pour, garder, une régularité et ça, c'est hyper important pour les gens. Donc, sur cette c'est la médiathèque Persépolis, c'est la médiathèque du centre-ville, donc il y a vraiment beaucoup de passages dans ce quartier et donc là, c'est une grande médiathèque et il y a entre 8 et 10 participants par séance et on est quand même très, très, très sollicités. Il y a 2 médiathèques de quartier qui se sont mis aussi à faire des ateliers de conversation. Ouais. Donc là, c'est le mercredi dans la médiathèque Glarner de 10h à 12h et le mardi de 14h à 15h30 à la médiathèque Aubrac. Donc, sur la médiathèque de centre-ville, on est 2 collègues à animer et les médiathèques de quartier, eux, ils vont être à une seule personne. Voilà. Donc, les déroulés types, on en a déjà pas mal parlé. Donc, ça va être vraiment un accueil. Au début, les personnes arrivent, on parle un petit peu de tout, de rien, on attend les autres. Et puis après, on va proposer une activité. Et après, on va voir si ça prend une autre direction, comme le disait Myriam, on va laisser faire. Voilà. La question de la posture, ça a été beaucoup aussi dit. Donc, les ateliers sont des moments d'échange pour encourager la parole, permettre à chacun de s'exprimer. Donc, l'idée, c'est d'offrir un espace où les participants peuvent discuter et pratiquer le français. Et bien redire que c'est pas un cours, mais plutôt un moment de rencontre où on partage des idées et on s'enrichit mutuellement. Donc, le principe de base, donc, c'est de savoir s'adapter. On sait que rien ne se passera jamais comme prévu. On peut préparer, mais on est aussi préparé à rebondir selon la dynamique du groupe. Donc voilà, quitte à lâcher sur ce qu'on pensait faire comme activité parfois. Donc, voilà pour, ouais, vas-y. Donc la question qui a déjà été abordée, qui est assez importante, c'est l'hétérogénéité des niveaux. Donc là, comme tout le monde, on se dit qu'idéalement, il faut avoir un niveau A1 pour pouvoir participer aux ateliers de conversation. Mais nous, en réalité, on va l'ouvrir à tous parce que on se dit que la personne, elle va venir et on va voir ce qu'elle va pouvoir, comment dire, apprécier de l'atelier. Et puis, on se dit que si elle revient, c'est qu'elle aura, enfin, quelque chose lui aura été appris. Et sinon, elle prend son temps. Donc voilà, on voit. Puis si elle revient pas, c'est pas grave. Je Vas-y. me permets, en fait, il y a cet exemple d'une femme qui est venue, mais pendant je ne sais pas combien de cours, presque toute une année pas de cours, d'ateliers de conversation, pardon. Elle est venue à peu près pendant toute une année d'ateliers de conversation et elle parlait quasiment pas le français. C'était vraiment une grande, 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 grande débutante. Alors c'est vrai qu'au début, on était un peu mal à l'aise, on ne savait pas trop comment la faire participer, on ne savait pas trop si elle s'ennuyait ou pas. On a essayer de voir si elle voulait prendre des cours auprès de professeurs de français langue étrangère. Voilà, on avait peur un petit peu qu'elle soit perdue dans les ateliers de conversation. Donc, on s'est vraiment posé la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on cible un niveau et que si la personne vraiment elle correspond pas, on l'oriente ailleurs. Mais on s'est aperçu en fait que pour cette dame, et je pense que c'est pas la seule parce que c'est arrivé aussi plusieurs fois, elle venait, elle parlait pas forcément, elle essayait de temps en temps de dire un petit mot et au fur et à mesure, elle a quand même pris confiance. Oui. Et alors, on n'est pas du tout prof de FLE, donc on ne sait pas comment se font les mécanismes d'apprentissage, mais progressivement, ouais, elle a commencé à parler et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est au bout de vraiment au moins une bonne dizaine d'ateliers qu'elle a commencé vraiment à participer. Et si on lui avait dit de pas venir, on n'aurait peut-être pas vu ça, en fait.
Et on a eu ce cas plusieurs fois Oui. hein, où il y a eu des personnes. Alors, elle, c'était parce qu'elle connaissait pas le français. Elle était vraiment très, très grande débutante. Mais il y avait d'autres personnes qui connaissaient un petit peu, mais qui étaient vraiment extrêmement timides. Et il y a toujours beaucoup de bienveillance entre les gens entre eux. De toute façon, il y a beaucoup d'entraide et ça permet aux gens de prendre confiance en eux, ça c'est sûr. Mm. Donc, pour les contenus qu'on va aborder aux ateliers de conversation, on essaye d'avoir une diversité importante. Donc, je ne vais pas trop revenir sur les activités brise-glace qui vont servir pour faire connaissance ou alors en début d'année pour faire connaissance avec le groupe. Et ces activités brise-glace, elles peuvent aussi servir d'introduction le temps que les participants arrivent parce que nous, les ateliers commencent à 10 heures. Mais le temps qu'on commence vraiment l'activité, on va commencer parfois à 10h30. Donc, on peut avoir ensuite des ateliers totalement consacrés aux conversations de la vie quotidienne, donc la cuisine, les légumes de saison. On peut après aussi parler de la santé ou la santé en France, les mots de la santé, etc., selon les demandes des participants. Il arrive parfois aussi qu'on prenne un tableau Velleda si les personnes le demandent, parce qu'ils aiment bien avoir un visuel du mot. Donc ça, on ne le faisait pas trop avant, mais maintenant, c'est quelque chose que les participants aiment bien aussi. Donc, on essaie de ne pas se transformer en prof en faisant ça, mais c'est vrai que c'est une demande qui est faite par les participants. Donc, dans ces conversations de la vie quotidienne, on peut aussi aborder des questions un petit peu plus précises. Des fois, on a fait des choses sur l'écologie, ou alors là, on construit un petit peu une trame de déroulé qu'on imagine avec des questions, etc. Et les participants, ça, ils aiment beaucoup aussi parce que ouais, bah, ils apprennent du vocabulaire, etc. Ou alors on peut parler, parfois, des sujets de société. Bon, alors faire attention aux sujets de société comme on avait déjà dit, mais on a parlé de la grève, des retraites. Donc on part parfois d'un article de presse qu'on lit ensemble et après on se pose des questions ensemble sur cet article. Donc après, comme autre contenu, on va avoir les débats. Donc ça peut être un peu lié aussi avec les conversations de la vie quotidienne, sans faire un débat pour ou contre, mais de donner son avis sur un sujet. Donc ça, je développe pas forcément. On va avoir aussi comme on est en bibliothèque, des ateliers autour des ressources numériques, les méthodes d'apprentissage en ligne, les films, la presse. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est des ateliers directement dans la salle informatique de la médiathèque, où on installe les gens sur les postes informatiques et on leur présente l'auto-formation qu'il y a sur le site de la médiathèque de Pleine Commune. Donc là, on leur présente les ressources qui peuvent leur être utiles pour l'apprentissage du français. Bon, les méthodes de langue. Donc ça, on leur montre un petit peu comment ça marche parce que ce qui peut être un peu embêtant parfois aussi, c'est que les personnes ne sont pas très, très à l'aise avec l'informatique. Donc ça, il faut jauger aussi avec le groupe qu'on a. Et de façon plus pratique, on leur demande parfois de regarder un film en français et d'en faire un petit résumé pour l'atelier d'après. Donc ça, c'est des petites choses un peu plus légères qu'on peut faire aussi. On fait parfois aussi des ateliers autour des collections. Donc là, ce qu'on va faire, c'est par exemple aller dans l'espace CD de la médiathèque et on va leur demander de trouver soit des musiques qu'ils aiment, soit d'aller voir des musiques traditionnelles de leur pays. Et après, ça nous permet de les écouter et de parler des instruments, des choses comme ça. Donc ça aussi, ça peut faire un atelier entier là-dessus. Après, on peut utiliser aussi des supports comme les livres d'art. Ça nous arrive aussi. On décrit les photos, ce qu'on voit, on essaye de parler là-dessus et on apprend aussi beaucoup de vocabulaire en faisant ça. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les ateliers créatifs. Donc ça, on avait mis ça en place il y a quelques années. Donc on peut penser que c'est un petit peu décalé par rapport aux ateliers de conversation. On a fait des ateliers de linogravure. Et en fait, ce qui était sympa dans ces ateliers, c'est qu'on utilise les termes de cette activité, de la technique. On verbalise la technique et même parfois on parle un peu de tout et de rien autour de ce type d'activité. Ouais. Je rebondis. En fait, comme on a dit, c'est un réseau. Donc, il y a plein d'approches différentes qui se tentent. En fait, on expérimente beaucoup.
Et on fait aussi avec ce qu'on a l'habitude de proposer en médiathèque. Et c'est vrai qu'on a des collègues dans certaines médiathèques qui ont mis en place des ateliers de conversation tricotech. Donc, toute l'année, ils ont fait du tricot en discutant. Alors oui, effectivement, ça limite, forcément, tout le monde ne va pas forcément venir faire du tricot. Mais voilà, c'est par rapport à leur public, par rapport à ce qu'ils ont ciblé comme besoin, ils ont tenté ça et il se trouve que ça a super bien fonctionné, qu'ils avaient un groupe super régulier. Alors voilà, qui venait. Selon les médiathèques, c'est un peu différent. Et puis c'est vrai qu'on est médiathèque, enfin bibliothèque territoriale, donc ça ne se passe pas du tout de la même manière que dans une grande structure. Mais on peut avoir des gens qui reviennent de façon assez régulière. On a souvent un noyau dur, en fait, dans nos ateliers de conversation. C'est pas en médiathèque, finalement, si on arrive à en proposer un par semaine, c'est déjà très bien au niveau d'une médiathèque territoriale. Et du coup, c'est souvent un noyau dur qui revient, autour duquel vont graviter et venir différentes personnes qui vont venir, repartir, rester quelques mois, enfin voilà. Il y a un renouvellement des usagers, mais avec le fait de revenir de manière assez régulière sur ces ateliers, ce qui permet aussi des fois d'avoir des ateliers un peu suivis sur plusieurs séances, ou surtout d'interroger les gens en fin de séance, bah, de quoi vous avez envie de faire, de quoi vous avez besoin. Alors ça revient souvent les questions d'accompagnement à la vie quotidienne, bah, je vais aller chez le médecin, comment je fais, etc. Tout ça, ça revient et on en discute ensemble. Mais du coup, ça nous permet aussi de leur proposer des séances un petit peu spécifiques, de dire est-ce que ça vous tenterait? Et on se met à tenter des choses. Il y a eu des ateliers de création de masques. On leur donne un masque Vierge, neutre, ouais. voilà. Et ça va être une collègue qui, pour le coup, a animé des ateliers de conversation pendant des dizaines d'années autour de la pratique artistique. C'était son travail. Et du coup, voilà, elle nous a apporté cette richesse supplémentaire où ils commencent à décorer l'atelier pour faire exprimer des émotions et ils en discutent. Et à partir de là, il y a toute une discussion à la fois au moment de la création, parce que pour faire, il faut parler, et à la fois aussi sur qu'est-ce qu'ils veulent traduire par cette création. Et c'est vrai que le créatif, c'est un moyen d'amorcer la discussion d'une autre manière. Et puis ça permet aussi des logiques de solidarité entre les gens, donc c'est assez cool, quoi. Et d'être aussi dans quelque chose d'en apparence léger et pour pouvoir discuter. Donc voilà. Ouais, Il faut qu'on se dépêche. Donc, il nous arrive également d'avoir des ateliers avec des intervenants. Donc, ça, on reparlera un petit peu après. Et Voilà. du hors les murs. Et du hors-les-murs, nous sommes allés l'année dernière visiter une serre, la serre Vangari qui est à Saint-Ouen. Donc, on est allé se promener là-bas et ça a permis d'avoir une discussion autour du jardinage et de la nature. Et les participants sont en demande de faire des activités comme ça. Donc, voilà. Donc, jouer pour parler, donc là, c'est ce dont on avait parlé déjà dans les autres interventions. Donc là, ça va être des activités ludiques, le ni oui ni non, le jeu du portrait, le devine-tête, hein, ça marche toujours très bien, aussi pour faire connaissance en début d'année dans les ateliers de conversation. Et nous, on fait aussi les jeux de rôle sur la vie quotidienne et on fait ces activités-là dans l'auditorium. Donc, ça fait un petit côté théâtre. Il faut attendre un petit peu que les gens se connaissent, mais c'est vraiment très sympa. On les fait jouer à être un client désagréable au restaurant ou alors d'aller au cinéma ou alors de téléphoner à la CAF. On essaie de pas trop se prendre au sérieux et ça donne beaucoup de fou rire, mais aussi en même temps beaucoup de vocabulaire. Donc, c'est des activités très chouettes. Voilà, donc dans la médiathèque Persépolis, cette année, on a mis en place le prêt de jeux de société. Donc, ça nous permet de tester beaucoup de jeux. Et de toute façon, le jeu en atelier de conversation, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc là, on en a sélectionné quelques-uns. Je fais rapidement. Donc, Speech. Donc, ça, c'est raconter une histoire avec une pile de cartes. Donc, inventer une histoire d'au moins 1 minute à partir des illustrations, des cartes illustrées qu'on a créées, qu'on a tirées au sort. Donc voilà. Mais moi, je m'en sers plutôt de speech pour faire des débats. Donc là, par exemple, on tire une carte, c'est un hamburger, on va dire être végétarien, est-ce une bonne idée ou non, pour ou contre les fast-foods. Donc ça crée des idées de débat. Donc, Time's Up, on l'utilise beaucoup aussi parce que c'est très drôle, il y a une idée de rapidité. Donc là, tout le monde connaît le Time's Up. Voilà. Maudit Maudit,
Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça va être un jeu intéressant à faire. Donc ça, c'est faire deviner un mot en disant d'autres mots. Donc là, ça donne une idée aussi de synthétiser sa pensée. On va voir. Voilà. Je crois que Ouais. c'est OK. Alors, un petit focus quand même sur les langues familiales. Là, on a parlé beaucoup de tous les contenus qu'on peut avoir, les types de supports, et encore, il y en aurait beaucoup à dire. Nous, en fait, maintenant, ce qu'on autorise de plus en plus, c'est l'émergence des langues familiales, donc des personnes qui participent aux ateliers de conversation. Alors, le français reste le en commun, le français reste la langue qu'on utilise pour expliquer entre soi le vocabulaire, etc. Mais maintenant, voilà, la langue familiale est à sa place, elle est autorisée. En fait, c'est un peu un changement qu'on a eu ces dernières années parce qu'on ne pratiquait pas forcément comme ça avant les ateliers de conversation. Mais l'idée, en fait, c'est d'être davantage sur une démarche un peu inclusive où on accueille, on reconnaît, on valorise la personne dans son identité, dans sa culture, dans sa langue. Le fait de pouvoir s'appuyer sur sa langue, ça la met en confiance. Ça lui donne aussi un cadre sécurisant. Ça éveille tout le monde à l'ensemble de la diversité des langues. Ça permet aussi d'être vraiment dans une démarche un petit peu interculturelle. Et puis surtout, s'appuyer sur sa langue familiale, pouvoir en tout cas l'utiliser de temps en temps. Il ne s'agit pas que ça soit tout le temps, mais de pouvoir la faire surgir. C'est, outre l'aspect sécurisant, de reconnaissance, etc., en termes de pédagogie, visiblement, il paraîtrait en tout cas que ça permette aussi de mobiliser un petit peu ses savoirs, ses compétences pour faire des ponts avec la nouvelle langue qu'on est en train d'acquérir. Donc voilà, nous, on est un peu rentré dans cette optique-là où, de temps en temps, on va permettre cette émergence. En tout cas, on ne va pas du tout la censurer, on va s'appuyer dessus. Ça va permettre à la personne de faire des liens entre sa langue, la langue française, et puis du coup d'enchaîner aussi sur des débats, de participer à la conversation, etc. Donc, on a même des activités, nous, qui vont être vraiment sur ce type qui vont être axées vraiment sur la valorisation des langues et des cultures. Des activités qu'on anime, soit des lectures plurilingues, soit des jeux où on va travailler sur les expressions, sur les proverbes, sur les onomatopées, sur les gestes, parce que tout ce qui est communication non verbale, ça a des significations différentes, etc. Et tout ça, c'est s'appuyer sur toute la diversité culturelle et linguistique présente en atelier de conversation pour après permettre d'en discuter en français. Mais voilà. On met aussi en place des karaokés plurilingues, des fois, dans nos ateliers de conversation. On a des collègues qui se sont mis à mettre en place des karaokés plurilingues, mais aussi des karaokés en français. Donc, on passe d'une langue à une autre, mais ça permet aussi des fois de dire aux personnes de venir, de parler aussi des conteuses et des berceuses du monde. Peut-être tu veux en dire un mot, toi qui avais pratiqué. Oui, on avait fait un atelier sur les comptines et berceuses du monde et on s'était rendu compte que les comptines dans certains pays étaient les mêmes. Enfin, en tout cas, il y avait les mêmes mélodies et quasiment les mêmes paroles parce qu'on les avait chantonnées ensemble dans les langues, dans leur langue originale. Et ensuite, on les avait plus ou moins traduits en français et il y avait des choses similaires. Et c'était un très, très chouette atelier que de parler des comptines de notre enfance, quoi. Ouais. Voilà. Donc, grosso modo, c'est aussi pas mettre le participant que dans une position d'apprenant, mais c'est vraiment le mettre aussi en position de sachant. Et du coup, on est vraiment tous à égalité dans le cadre de l'atelier de conversation. On propose aussi de plus en plus des actions avec intervenants. Alors, je vais essayer de faire vite. Des actions à la fois dans le cadre de notre programmation culturelle locale, comme l'atelier avec Syncope. Oui, alors il y en a plusieurs. Il y en a eu c'était un atelier d'expression corporelle. Et donc, on s'est inspiré de petits jeux de théâtre. Et ça donnait des choses hyper simples, ludiques. Et les participants étaient ravis de participer à ce type d'atelier. Et au niveau du réseau, on a un gros temps fort sur les langues et les cultures du monde. Et du coup, dans ce cadre-là, on propose aussi souvent des actions spécifiques avec intervenants, artistes dans les ateliers de conversation, notamment des ateliers de conversation dansée avec la compagnie Frischti Concept, où là, du coup, on était vraiment sur le corps, l'apprentissage du vocabulaire, mais en passant par le corps. Avec des techniques que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Donc, c'est assez intéressant. On travaille aussi cette notion de traduction avec l'association Atlas,
qui propose un atelier de traduction littéraire qui s'appelle Quai des langues et qui propose essentiellement aux classes de lycée, notamment aux UPE2A, mais qu'on peut tout à fait adapter dans le cadre d'un atelier de conversation. On l'avait mis en place à L'année Saint-Ouen. dernière, oui. Ouais, et Ça a très très bien marché. Donc on est parti d'un calligramme d'Apollinaire. Et donc on l'a lu en français, on l'a expliqué, on l'a bien compris. Et ensuite on l'a traduit dans différentes langues. Et après on les a écrits sur des panneaux qu'on a ensuite exposés dans la médiathèque. Donc c'était un atelier vraiment magique, quoi. ouais, c'était super et surtout, bah, au début, on était parti un peu avec cette appréhension parce qu'il y avait l'idée de l'écrit aussi et qu'on est sur un atelier de conversation. Donc on savait pas trop, si ça allait, voilà, prendre ou pas prendre. On s'est dit: «Bon allez, on tente» et en fait, ça s'est très, très, très bien passé. On a pu mettre les panneaux qui ont été réalisés en même pas 2 heures de temps. Alors là, on le voit pas très bien, mais avec plein de langues différentes qui reproduisaient du coup la colombe. On a pu les mettre en exposition sur une soirée spéciale autour des langues et des cultures. Les personnes sont venues, du coup, à cette programmation. Elles étaient, franchement super ravies. Enfin, c'était vraiment un très, très beau moment. À côté de ça, on a aussi des dispositifs, d'écrivains, bon, comme ça se passe souvent en médiathèque, des résidences d'écrivains. Donc il y a les résidences Babel du campus francophone de Seine-Saint-Denis. On participe pour la première fois cette année, notamment avec des groupes d'ateliers de conversation sur tout ce qui est un peu notion d'accueil, d'hospitalité. Et l'idée, du coup, ça va être, bah, que, la personne qu'on a en résidence cette année, qui est Sonia Ristic, vienne, dans nos ateliers faire de la récolte de souvenirs, faire des ateliers d'écriture orale. Ça se passe à chaque fois sur 2-3 ateliers. Là, pour le coup, c'est avec, à la fois un atelier groupe captif, dont j'avais déjà parlé au début et un atelier tout public. Voilà, ils vont aussi travailler sur, le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Il va y avoir des restitutions sur nos temps forts. Ça prend 2-3 séances, mais voilà. Tout ça, on le fait aussi avec l'accord des participants. On leur demande s'ils ont envie et cetera avant d'imposer quoi que ce soit, mais on le fait aussi avec des gens on sent une dynamique, voilà, un groupe qui revient assez régulièrement. Enfin, on a pas mal d'outils de ressources, donc je vais passer tout ce qui est collection. On a un outil qui s'appelle le Mapajo, qui est un imaginaire, qui est un imagier en plusieurs langues, qui a été créé dans un de nos projets d'action culturelle, avec le Salon du livre jeunesse et on s'appuie aussi sur ces imagiers en plusieurs langues pour parler français. Et on travaille beaucoup aussi avec les outils, de l'association du Lala, d'une langue à l'autre, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est, éveil aux langues, notamment dans le cadre scolaire, et qui a mis en place des outils, donc je présente rapidement, c'est la mallette Fabulala et la mallette Camilala, qui ont vocation en fait à faire, pour la mallette Fabulala, raconter des histoires dans une langue, autre que le français, puis la raconter en français et progressivement éveiller à la diversité, linguistique. Ce qui est assez, bluffant dans ce genre d'atelier, c'est qu'au début, les publics sont en position de spectateurs et ils passent rapidement en position d'acteurs et je pense que c'est, toute la richesse des outils du Lala, c'est d'arriver à faire en sorte que, bah, toutes les langues puissent surgir et que, il y ait un en commun, effectivement, le français, mais que cet, en commun soit, on va dire, abordé par le biais du plurilinguisme et du coup de valoriser les langues maternelles, des personnes présentes. Je peux pas trop en parler, mais c'est vraiment quelque chose, de chouette que les collègues ont commencé à expérimenter et quand on a aussi des parents en atelier de conversation, ça peut être aussi quelque chose à un moment donné à proposer, bah, dans le cadre, pourquoi pas, de notre programmation culturelle, les inviter à un moment donné à participer à nos actions. Donc là, on sort du contexte atelier de conversation, mais voilà, il y a une préparation en atelier et après, une restitution, bah, auprès des familles. Enfin, une autre chose sur lequel on travaille de plus en plus, c'est sur tout ce qui est en fait podcast et captation sonore dans nos ateliers de conversation. Voilà, avec, bah, on l'a travaillé notamment avec l'ADVU de Paris 8, ici à la médiathèque de Saint-Ouen, où ils étaient venus, il y avait un atelier sur, les superstitions, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, ils étaient venus faire une captation qui a été restituée et c'était vraiment très chouette. Et de plus en plus aussi sur les portraits linguistiques des usagers, on travaille beaucoup, y compris dans le cadre des ateliers de conversation. Voilà, j'arrête là parce qu'on a été assez long, je suis désolée. Merci beaucoup, c'était, très riche aussi d'avoir tous ces exemples, concrets.
Alors, en effet, il nous reste 5 petites minutes. Pas mal de questions, ont déjà été répondues par, Bernadette Vincent et Marie-Noëlle Rodriguez. Donc merci pour, vos réponses. Peut-être juste, il y a une question sur, les ateliers avec des gardes d'enfants possibles. Je ne sais pas si une de vous a une réponse là-dessus et il y en avait une sinon sur les ateliers à destination d'enfants, ateliers de conversation à destination d'enfants, une médiathèque des Yvelines, je crois, si jamais ça inspire, certaines. Alors, pour les gardes d'enfants, on ne le fait pas dans toutes les médiathèques, mais c'est vrai que c'est une question qui s'est posée. Et il y a une des médiathèques qui, justement, en parallèle des ateliers de conversation, propose un atelier, un espace kids, justement, où du coup, les enfants sont bienvenus. Il y a un ou une bibliothécaire qui accompagne les enfants, qui leur propose des lectures, des jeux. Et ça permet, du coup, notamment, c'est souvent voilà, aux personnes de venir en atelier de conversation sans avoir voilà, à se préoccuper des horaires, de ce que va devenir l'enfant, etc. Donc ça se fait de façon ponctuelle. Ouais. Et pour les ateliers, en direction des enfants, nous, on ne le fait pas immédiatement en direction des enfants. On fait des actions d'éveil aux langues auprès des enfants. Mais après, on va travailler avec les enfants, souvent dans le cadre scolaire, les classes UPE2A, etc., qui viennent à la médiathèque et là où on propose des actions un petit peu spécifiques, voire des moments de parole, mais ça n'a pas la régularité d'un atelier de conversation. OK, merci beaucoup. Il y a eu une Martine? question, Oui. excuse-moi Jeanne, il y a eu une question concernant le champ social. Je ne sais pas si la personne est toujours là, mais on nous demandait si à la BNF et à la BPI, il y avait des activités à destination de ce public. Oui, je confirme ce que j'ai déjà écrit. Les deux institutions font partie de la mission Vivre ensemble lancée par le ministère de la Culture depuis début des années 2000. Et à ce titre, à la BNF, il y a de nombreuses activités organisées par la direction des publics pour permettre de réduire la stigmatisation et l'exclusion de ces publics du champ social de tout ce qui est activité culturelle. À ce titre, donc, il y a des visites guidées adaptées, il y a des activités menées par le département d'éducation et d'action culturelle de la BNF. Donc, différentes activités et il y a également une association du laboratoire FLE aux activités à destination du public du champ social. Et notamment, nous organisons des visites découvertes du labo FLE et à cette occasion, je présente également tous les ateliers de conversation, d'écriture qui sont proposés à la BNF. Ce public se voit remettre un pass lecture culture à la fin des visites organisées et dont ils peuvent donc bénéficier d'un accès à toutes les installations Haut-de-Jardin et Richelieu, qui est en accès libre, durant toute la journée. Merci, merci encore à vous tous et très, très bonne journée.